Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, gros programme de stratégie, on va tout ce qui va être aborder, tout ce qui est également gestion de portefeuille, les prises de profit, comment choisir ses altcoins. On va faire également un point de marché avec effectivement les déboires de l'ETF Ethereum. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui ont retourné aussi leur veste dernièrement. Je vous ai pris aussi un petit avant-après du live où on a fait un live exprès sur la cyclicité et les risques de correction. Vous avez le avant qui est à gauche, le après qui est juste ici. On était quand même pas mal, hein, pour le coup, avec la date du halving qui était bien représentée juste ici. C'est que des projections, il n'y a pas de prix exactement, parce que là, si je descends un petit peu, on est aux alentours des 53, 54 globalement. Mais on s'est arrêté aux 56 500 dollars. Et on avait parlé également dans Telegram. On avait vraiment évoqué pas mal de choses avec Monsieur Kaneki également, qui est avec nous ce soir. Yes, bonsoir le chat, bonsoir Antoine, j'espère que ça va, tout se passe bien. Au En top tout du cas, top. on le voyait même sur la macroéconomique, ça commençait C'est ce que à j'allais montrer dire, des ouais. bons signes positifs. Maintenant, plus qu'à attendre, j'ai envie de dire. Demain, Ouais. on aura une belle réponse, soit elle sera positive, soit négative. En vrai, peu importe, moi perso, l'un ou l'autre, ça me fait ni chaud ni froid. Et on verra ce qu'il en est, hein. Ouais, c'est vrai que tu avais vraiment bien balancé sur la partie macro, donc autant sur la psycho, autant sur les différents éléments qu'on avait, autant qu'effectivement sur la macro, ça nous a vraiment carry, entre guillemets, ça nous a vraiment propulsé au niveau de l'analyse là, et c'était vraiment ultra pertinent, donc merci beaucoup. Et ultra pertinent, comme quoi, encore une fois, il suffit juste d'être régulier et de prendre les bons moves au bon moment, entre guillemets, et puis pour ça, il y a juste besoin d'être un peu régulier et de suivre un peu ce qui se fait sur le marché. Donc, toi, tu me disais, tu voyais un pricing pas forcément ultra agressif si toutefois c'était refusé. Parce que du coup, là, il y a deux conditions. On a les approbations qui sont prévues pour demain. D'ailleurs, on a un discours de la Fed là actuellement. On a un petit discours, donc à voir effectivement aussi comment ça peut influer sur la macro. De toute façon, c'est pas le FOMC directement au niveau des taux directeurs, mais on a quand même un discours, donc à voir si ça peut influer un petit peu ou pas. Mais donc du coup, on a deux positions. Soit c'est approuvé en théorie demain, du coup, soit c'est refusé, et donc là, alors il y a pas beaucoup de personnes qui avant parlaient de 2025, etc. On savait pas trop, etc. Parce que ça y est, il y a trois mecs, entre guillemets, influents sur Twitter de la macro qui avaient FUD et qui dit oh là là, je pense pas qu'on y arrivait, etc. Des spécialistes de l'analyse là-dessus. Moi, en vrai, je pas forcément en mode complotiste, mais je me pose la question si en vrai c'est vraiment légitime et s'il y a un peu, pas un coup d'influence derrière, indirect qu'on voit pas nous, mais de grosses entreprises qui pourraient s'amuser aussi à influer un petit peu ces analystes-là. Hein, parce que franchement, ça me paraît un peu gros quand même. Hein. Tu me parles de qui précisément, t'as des noms ou pas? Parce que je vois pas trop. Bah là, il y avait, entre autres, j'ai repris des tweets là, mais de Eric Balchunas, qui est passé de 75% à 25%. Mais en fait, il y a eu un consensus d'analystes qui ont tous retourné leur veste du jour au lendemain. J'ai vu Ouais. passer plein de tweets. Et en fait, ça me paraît gros que il y ait plein d'analystes qui disent oh non, c'est mort, go 2025 et plus, etc. Et qui du jour au lendemain, il y a tout le monde qui retourne sa veste, tu vois. Enfin, ça me paraît bizarre, genre. Ils ont dû avoir des infos en interne, hein, je Oui, vois pas d'autres solutions. Après, c'est tout le temps comme ça au final. ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, est-ce que pour moi, que ce soit volontaire ou pas, est-ce qu'on n'est pas ces analystes-là qui se font bouffer par la psychologie du marché, du coup, qui sentent que c'est pas encore le bon moment, du coup, ils voient pas avant X temps, et qu'au final, ça vient beaucoup plus tôt que prévu. Ouais, bah, de toute manière, comme tu as dit, c'est des analyses, donc au final, c'est propre à chacun. Faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ce que eux ils disent. C'est parce qu'ils sont soi-disant experts qu'ils ont la science infuse Ouais, aussi, donc ils peuvent aussi se exactement. tromper. Ou alors, ben, il y a peut-être du lobbying aussi parfois. Ouais, moi je pense qu'en vrai c'est un peu des deux. Je pense qu'en vrai il y a un peu des deux, donc on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Mais ouais, dans tous les cas, approbation, bah potentiellement on a peut-être fait aussi. En vrai, on a dû faire déjà le plus gros du mouvement, hein, vu la bougie, la change journalier. Hein, c'est juste insane. Rien qu'en une heure, la bougie elle était, elle était déjà cosmique. C'était juste vraiment insane, insane pour le coup. Ouais, Mais j'avoue, ouais, c'est c'était abusé, hein. déjà assez fou. Assez fou, et puis en journalier, on a bien concrétisé. Donc, toi, tu voyais pas trop de retracement, du coup, tu me disais en off juste avant, là, Kaneki. Si toutefois on est refusé, du coup, demain. Si on est refusé, moi je vois pas trop un retracement énorme. Peut-être forcément ça va faire créer de l'incertitude sur le marché. Les gens peut-être vont avoir peur un petit peu, ça va peut-être sell. Qu'on peut aller chercher, ouais. Je vois bien ben, les 0,6 là que tu as sous les doigts là. Juste vers 3200 au final. Donc ouais, c'est pas Mm. un retracement de fou non plus. Ça validerait aussi une structure. Ouais, puis Et on a la après, défense ici, on a la défense ici. ouais, c'est ça exactement.
Et après, ben, on partirait sur l'anticipation de l'acceptation de BlackRock, je pense, hein. Comme on disait Ouais, plusieurs fois, je vois pas pourquoi BlackRock se ferait refuser alors qu'ils ont eu un seul refus dans toute leur histoire, ouais. sur plus de 550 propositions, enfin demandes d'ETF. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, au final, si c'est accepté, tant mieux. Je pense qu'on aura peut-être un retracement à ce mode celle de news et puis on repartira à la hausse comme on a vu avec sûrement le TF BTC. Ouais. Mais sinon, peut-être une anticipation pour la suite et on pourrait aussi monter. Donc, en plus, la liquidité va dans les marchés. Donc, Si moi, je vois jamais que des. c'est refusé, attendez-vous du coup à une purge, hein, pour le coup. Donc là, on a commencé à prendre un petit peu de liquidité, donc sur dominance BTC, c'est toujours le même. Et d'ailleurs, il est d'autant plus pertinent, je trouve, en termes de correspondance, là, pour le coup. Je reviens un peu dessus rapidement. Mais il est, à mon sens, de plus en plus pertinent. Donc là, on a nos patterns. Donc on a notre gros W, on a le pattern d'accumulation avec le rond violet, le deuxième qui est en jaune ici. On avait pour le coup le halving avec le trait en vertical qui est en violet. Et donc là, est-ce que pour moi, en termes de cyclicité, on pourrait pas être un point vers ici? Ça me paraît clairement pas aberrant, sachant que là, on avait le top de 2019 et là, on avait le premier gros retracement du cycle de 2021. Donc, en termes de temporalité, en fait, on serait plus ou moins entre les deux. Et en vrai, ça correspond plus ou moins en termes de cyclicité et de position sur le graphe, je trouve, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc pas trop de surprise, mais ouais, si on devait se placer, en fait, on serait pour moi plus ou moins entre ces deux zones-là, qui est juste après le halving. Donc en fait, on correspond encore une fois en termes de liquidité et de timing là-dessus. Faut pas vraiment pas prendre, à mon sens, les cyclicités comme copier-coller, mais je trouve ça assez pertinent qu'en termes de correspondance, on ait quand même une certaine correspondance, encore une fois de plus par rapport aux données qu'on a aujourd'hui. Et pareil, j'ai checké aussi pas mal l'on-chain, et en vrai, on a pas mal de données qui sont similaires. Donc juste pour revenir sur l'ETF, s'il y en a qui n'ont pas suivi Ethereum, il y a eu beaucoup en fait de gros analystes comme ça, je vais pas vous dérouler tous les tweets etc de A à Z, mais qui ont vraiment retourné leur veste du jour au lendemain parce que justement ils ont apparemment effectivement plus d'infos au niveau de la SEC qui s'apprête justement à faire un gros virage du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de suppositions, ça parlait beaucoup de dossiers, d'approbation, il y a eu des allers-retours, de modifications aussi. Donc il y a eu des dépositions en plus, donc ça a fait quand même beaucoup de bruit. Donc on retrouve un peu en fait les éléments, notamment les tickers qui sont inscrits, etc. Juste avant justement l'inscription, c'est exactement ce qu'on avait eu. Du coup c'était fin décembre, début janvier avec le TF Bitcoin. On a eu beaucoup d'allers-retours de modifications, on a les tickers qui sont apparus, donc les noms directement des ETF. Et là c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir. Donc on a vraiment pour le coup l'approbation, enfin la même process d'approbation juste avant qu'on ait eu le TF Bitcoin. Donc si c'est pas approuvé là, moi, pour moi, et ce qu'on avait dit effectivement, et ce qu'on validait à mon sens, c'est qu'il y a de fortes chances que dans tous les cas, ce soit approuvé. Pour moi, le plus de chances c'était pour août au niveau de BlackRock dans tous les cas. Mais si c'est refusé, enfin, quitte à parier un pour un contre le refus ou l'acceptation de celui de demain sur le TF Spot, à mon sens, il y a plus de chances que ce soit approuvé au vu des données qu'on a là. Parce que c'est le même pattern qu'on avait sur le TF. Après, est-ce qu'on met ça en avant exprès pour piéger les gens et envoyer les gens dans le mur? C'est possible aussi. Et en vrai, d'un point de vue cyclicité, ça me ferait pas complètement, ça serait à mon sens pas complètement aberrant, dans le sens où ce serait le dernier coup pour vraiment continuer de mettre un coup de massue d'un point de vue psychologique sur les gens, recontinuer de mettre un dernier coup sur la dominance et remettre encore une fois un coup de désespoir sur les altcoins pour après ensuite vraiment repartir. Parce que faut se voir, et j'ai fait le rappel sur le Telegram, c'est qu'à mon sens, là, avoir l'ETF Ethereum, c'est vraiment l'occasion de déclencher une alt season. Je vois pas de meilleure opportunité, je sais pas ce que t'en penses Kaneki, mais pour déclencher une alt season que l'approbation de l'ETF Ethereum pour le coup. Finale saison, je sais pas trop en vrai. Mais en tout cas, un scénario où c'est Ethereum qui prend le lead maintenant, oui, clairement. Et après, est-ce que les liquidités vont se déverser dans les alts à la manière dont on connaît? Je sais pas, parce que les liquidités vont aussi rentrer beaucoup dans les ETF. On sait que. Bon, après, ça peut être très, très liquide, les ETF, hein. Ça peut rentrer, sortir, et après aller dégel un petit peu. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, on partirait sur un cycle où BTC qui lead, ensuite Ethereum qui lead. Et après, ben, est-ce que ça lancerait vraiment le bull run aussi hein, par la suite? Ouais. Bah, à voir effectivement. Même... Donc là, pareil, je voulais revenir un peu sur ce ratio-là. Pour le coup, là, Ethereum par rapport à BTC. Et Attends deux donc, secondes, je vais te couper vite fait. ouais, vas-y. Désolé. Juste pour répondre un petit peu dans le chat, il y aura une rediffusion, bien sûr, qui sera sur YouTube. Ouais, carrément. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je pense qu'on
tu regardes déjà la vidéo et je pense qu'il faut juste patienter, tout C'est ça. simplement. Si vous avez suivi déjà ce qu'on faisait précédemment, normalement vous êtes déjà dans le marché, hein. Franchement, Ouais, je pense qu'on a annoncé pas mal de choses. On a parlé de beaucoup de narratifs, de beaucoup d'altcoins. Euh, on a essayé de trouver les points bas, les points hauts. pour moi, clairement, pour ceux qui se posent la question, là, à part qu'on ait une grosse dinguerie de marché, qu'on a un refus d'ETF, effectivement, qu'on puisse potentiellement. Parce que si on a un refus d'ETF, en vrai, effectivement, ça peut être l'occasion de venir rechercher un nouveau point bas. Ça, c'est largement possible. J'ai enlevé mes trends et mes tracés là, mais je peux les remettre. Et là, on a un support qui s'est construit vraiment au niveau de 60 000, globalement. Mais pour le coup, ça serait l'occasion, si vraiment c'est refusé, de faire un dernier retour. Pour le coup, c'est largement possible. Ouais, ça serait vraiment un peu sketch, hein, le cinéma qu'ils font par rapport à ça pour après se faire refuser. Ce Ouais, serait marrant. ouais, Ça ouais, serait probable au final, hein. clairement. Clairement. Full manipulation. C'est pour ça que moi j'attends vraiment de voir ces demain. Donc oui, c'est le BTC là. Mais du coup, moi j'attends vraiment de voir ce qui se passe demain pour vraiment aviser. Après, je suis quand même assez bien placé, notamment sur les altcoins beaucoup. Mais vraiment pour aviser si je rajoute les dernières liquidités que j'ai ou pas de côté et pour vraiment en fait anticiper. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas besoin de forcément prendre des grosses altcoins personnellement. Et ce que je vais peaufiner, ça va être des petites alts parce qu'en fait il me reste la liquidité, donc mon plus gros de marché est déjà exposé, donc j'ai juste à optimiser sur mes petites altcoins, sur des points plus risqués qui mettent d'ailleurs du temps pour le coup à pousser par rapport à tout ça. Donc pour moi c'est plus d'optimisation qu'autre chose d'un point de vue personnel. Et normalement si vous avez fait les choses correctement, vous n'avez plus qu'à optimiser aussi normalement de même. Mais de toute façon on va en parler. Je voulais juste revenir sur d'autres points aussi rapides. J'ai vu que Evan avait partagé notamment en interne qu'il y a effectivement AOK qui a parlé de ça. Et ils ont donné des sources également dessus. Que Metamask va ajouter la blockchain Bitcoin. Donc pareil, au niveau des narratifs pour l'écosystème Bitcoin, ça peut être aussi une grosse narrative qui vient déclencher ça. À mon sens, est-ce qu'on peut aussi avoir un contretemps au niveau de la narrative sur l'écosystème de Bitcoin à cause de l'approbation de l'ETF Ethereum? C'est possible pour le coup. Mais en vrai, pour moi, ça peut continuer de prendre sur Bitcoin. Et le fait qu'effectivement qu'on ait quand même ETF, si c'est le cas, Ethereum plus Bitcoin, on va privilégier aussi Ethereum et Bitcoin. Et dans tous les cas, du coup, si qui dit Ethereum dit prise de force en général des alts. Et donc, du coup, forcément, on a quand même gros point de regard sur BTC. Et ça peut, en fait, le fait qu'on ait un peu cette traction sur Ethereum et BTC, à mon sens, peut être aussi un avantage de garder de la force sur Bitcoin. Et donc, si on parle Ethereum et donc prise de force par la suite des alts, anticiper aussi sur l'écosystème de Bitcoin. Je sais pas ce que t'en penses, monsieur Kaneki, mais Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. ok. Pas grand-chose à rajouter. J'avais checké un peu sur les flux des inflows là, donc sur le Bitcoin, le ETF de Bitcoin, et pareil, ça a re-rentré aussi là pour le coup dernièrement sur les derniers jours. Donc vous avez les dates juste en dessous, et donc sur les derniers jours, on a eu quand même un bel afflux, hein, sachant que les dates datent du 21 là pour le coup, l'historique, on a eu quand même pas mal d'afflux dernièrement. Vous voyez bien, tout ce qui est au-dessus de la barre, c'est du positif, donc ça rentre, et tout ce qui est en dessous, on a eu des sorties. Et d'ailleurs, par rapport au graphe, alors je l'ai enlevé, c'était le 20, mais pour moi, on a clairement eu le sell the news qu'on attendait. Et d'ailleurs, j'avais vu que le hash rate, donc la puissance du réseau, directement avait faibli. Et donc, en fait, on a clairement une corrélation du prix avec le hash rate. Et pour moi, c'est normal que pendant cette phase-là, et c'est déjà ce qu'on avait vu historiquement, et encore une fois, on l'avait comparé sur cette vidéo qui est juste ici, sur la chaîne YouTube qui est juste ici, vous avez toutes les rediffs. Et d'ailleurs, on va pouvoir remettre en avant celle qu'on avait fait sur les narratives. C'est laquelle? Le milieu. Euh, Ah oui, c'est ça-ci. Ok. On va pouvoir remettre en avant ce qu'on a pris également sur les narratives, parce que à mon sens, ça rentre clairement. Oh, j'ai du mal ce soir. Ça rentre clairement dans les stratégies justement pour construire et gérer votre portefeuille. C'est vraiment le plus simple. Mais effectivement, dans les cyclicités qu'on avait abordées, on avait justement décortiqué de A à Z les différentes cyclicités par rapport au halving. Et ce qu'on vient d'avoir ici, c'est exactement ce qu'on a eu en fait historiquement sur les précédentes occurrences par rapport au halving. Et donc en fait c'est normal qu'on ait une prise de profit des mineurs, que le prix relâche un petit peu pour repartir pour la suite. C'est à chaque fois ce qu'on a eu historiquement par rapport pour le coup au halving. Ouais, et franchement, en termes de cyclicité, moi je trouve que le cycle est vraiment identique au dernier. Ouais, c'est En fait, fou, la hein. seule différence, c'est l'inflow qui rentre dans les ETF. Et donc, forcément, vu que BTC, c'est un actif qui a un très faible supply, ben, ça fait monter les prix rapidement, tout Ouais, simplement. ouais, Et ça clairement. sera sûrement pareil avec Ethereum au final. Non, je te bêtise.
Ouais, ouais, carrément. Je vais vous parler aussi de LivePeer rapidement. Qu'est-ce qu'il y avait à revoir? Je vous ai fait un vocal, là, tout un podcast sur investissement vs stratégie. Pour ceux que ça peut intéresser, justement, sur la partie stratégique, ça peut être grave pertinent et je vous invite pour le coup à l'écouter si vous ne l'avez pas, pour le coup, déjà écouté. J'avais évoqué aussi quelques alts rapidement. Là, on est vraiment sur du low-cap. On est sur Neo Tokyo, donc c'est un groupe privé US, etc., qui fait partie de Baker. Donc c'est vraiment un accès d'influence, etc., qui est quand même assez conséquent. Le graphe était quand même pertinent. Je suis pas revenu dessus. Je sais pas ce que ça donne directement sur Byte là pour le coup, mais ça c'est quand même c'était quand même assez intéressant. Et sur CTA, j'ai vu qu'il avait corrigé aussi pour le coup dernièrement. Il a mangé sec, ouais, de ce que j'ai vu. Je l'ai vu Ouais. passer sur Twitter. J'ai vu que ça critiquait un petit peu. Ouais, bah comme ça a dû faire du bruit, hein, bien sûr. Et on est revenu en dessous. Là, pour le coup, on est revenu clairement en dessous du prix d'accumulation. Donc ça avait bien défendu, mine de rien, le prix. Non, c'est pas le bon graphe. Donc CTA, c'est un gros jeu, c'est Grossy Edges. C'est un gros jeu donc, de cartes actuellement. Pourquoi j'arrive pas à voir le. Si on a Ken ici. Donc on avait quasiment retest les 25 cents là, on avait bien défendu les 0,25 $, on a bien défendu, on était reparti, et là ça a bien pour le coup corrigé. Mais après c'est pareil, tu dois avoir en fait de la vente privée et de l'injection de tokens aussi qui arrivent sur le marché et qui sont redistribués aussi aux investisseurs, donc c'est à pas négliger. Donc après là ça FUD. Moi quand j'ai vu les bougies aussi vendeuses, j'ai dit oula, grosse bougie de l'espace. Donc forcément, le prix derrière, il aime pas trop et c'est normal que ça peut FUD. Et ça m'étonne pas trop que ça FUD et que ça vienne attaquer sous les 25, les points 25 là. Moi, je suis pas dessus, je vous le dis pour le coup actuellement. Mais clairement, la défense sous les 25, elle peut être grave pertinent. Et en vrai, c'est un token que du coup, je vais surveiller parce que potentiellement, je suis pas à l'abri de rentrer dessus d'ailleurs. Ouais. Moi, j'avoue que je vais juste regarder, mais je suis pas trop hypé par le jeu. Ouais, il m'intéresse pas trop. Puis la GameFi, pour l'instant, c'est pas non plus la folie. Ouais, pour le coup, la GameFi, alors justement, on en parlait la semaine dernière, mais la GameFi, pour le moment, elle est quand même à surveiller. Et d'ailleurs, au niveau du Fear and Greed, on avait repris, mais tu vois, au final, pertinent, on avait fait ce point 40, et clairement, les patterns de continuation qu'on a ici aussi, on avait quand même pas mal de similarités. Donc, ouais, continuation, pour l'instant, ça semble effectivement se diriger vers ce genre de mood. Ouais, ouais, j'avoue que ça ressemble de plus en plus là à 2019 en tout cas. Ouais, ouais, clairement. J'avais repris aussi un petit peu d'Unchain, donc c'est exactement ce que je disais par rapport aux prises de profit. Donc là, on a tout ce qui est profit net réalisé, donc en profit ou en perte. Donc si c'est en vert, c'est en profit. Si c'est en rouge, c'est qu'il y a des pertes qui sont réalisées. Donc là, on a eu une grosse prise de profit quand même depuis le dernier ATH, juste avant le halving. Donc pour moi, ce qui est clairement normal. Et on a quand même bien purge, hein. On a quand même bien reset, hein, vous voyez, par rapport aux historiques. Donc là, c'est vraiment quand il y a plus grosse perte. On est quand même vachement bien redescendu. Donc oui, à court terme, là, historiquement, on était quand même assez haut. Pour le coup, encore une fois, on a cette énième ressemblance avec le premier rebond, la première grosse correction du cycle de 2021 par rapport au premier bull run. Pour moi, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette phase de bull run, etc., ou vraiment très proche, et que potentiellement on pourrait avoir un premier top comme ça? Why not? J'y pensais encore tout à l'heure. Pour moi, est-ce qu'on pourrait pas avoir un top où on vient chercher un top dans 2, 3, 4 mois, etc. Ça fait quoi par rapport à Vers septembre, septembre. les élections? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une correction ouais, fin d'été, début septembre. En général, ça se passe souvent comme ça. Maintenant, j'ai du mal à voir ça comme un top. Ça va être plus peut-être une correction et on repartira en fin d'année, hein. Je vois pas trop comment le cycle il va changer. Ouais. Mais c'est vrai que moi, si on vient claquer vraiment des ATH et qu'on repart vraiment le sentiment fort, je vais quand même me méfier à court terme, hein, pour être honnête, hein. Oui, oui. Ça dépend en fait à combien on monte sur BTC surtout. Ouais. Si on reste aux alentours de l'ATH, qu'on va chercher 75, 76, j'ai envie de dire ouais, ça va. Par contre, c'est sûr, si on vient chercher les 100, les 110, là, il va falloir se poser des questions. Parce qu'en plus, si on a l'approbation d'Ethereum, on va pousser à fond sur l'approbation d'Ethereum, mais on peut pousser aussi facilement du coup à l'excès pour repartir facilement à la baisse et bien rect ceux qui ont attendu l'approbation et qui sont revenus à contre-temps, hein. Franchement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, le même move au final, hein. Le même move qu'on a fait quasiment avec BTC. On a eu, parce que l'approbation de l'ETF, il était ici. On a approuvé ici, on a rect. Mais ça fait longtemps que c'était pricé. Alors que là, le marché vient juste de se réveiller sur Ethereum. Donc c'est un petit peu différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière l'approbation de BTC, on a fait clairement, on a refait une relance, on a réintégré, on est cherché bien haut. Et cet excès-là qu'on a eu ici et qu'après on a sell the news. Enfin, on a sell the news grâce au pricing du halving. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même
décharger un excès qu'on a eu ici, mais cet excès, à mon sens, il est clairement dû à l'ETF Bitcoin pour le coup. Ouais. Ouais, après, il y a aussi tout ce qui va rentrer avec la liquidité sur le côté macro qui peut aussi Ouais, rentrer en compte parce qu'en mars, en fait, on a eu ben, l'aide aux banques qui s'est arrêtée, donc beaucoup de milliards qui rentraient pas dans l'économie. Et on peut voir que c'est pas resté très longtemps sans ajout de liquidité. Là, ils vont commencer à reprendre d'ici fin du mois, d'ici début juin. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Maintenant, je t'avoue, je te rejoins sur le côté un peu sell the news. Maintenant, demain, on est accepté, mais je vois mal le prix partir d'un coup. Maintenant, il y a toujours un pourcentage de chance que ça se passe comme ça, que le prix parte à la hausse. Sachant qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour pricer cet ETF au final, vu que c'est que juste depuis 2 jours, je crois, ou hier ou 2 jours. ouais. Alors que le TF BTC, on le priçait depuis au moins novembre, voire septembre. On est le 20, c'était le 22 il y a 2 jours, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est rapide, c'est vraiment, on dirait qu'on veut vraiment faire FOMO les gens, Ouais. parce que c'est pour les calmer juste après. Le Bah, marché, il aime bien faire ça, hein. franchement, pour moi, le plus sain, ça serait de refuser l'Ethereum, le TF Ethereum, pour repartir après et approuver en août, ça serait vraiment le top. Ouais, ouais, ouais. J'avoue, c'est joli en plus, rien que le dessin que t'as fait, ça fait du sens. Ça serait vraiment top du top. Après, Franchement, ça serait vraiment marrant. bah, Ça après, le serait un truc, c'est que si sketch. c'est approuvé, pourquoi pas, en fait, pousser rapidement à l'excès et se servir de la liquidité qui est en cours pour rect derrière. Mais c'est vrai que, en fait, si de toute façon, on a la liquidité Mm. mondiale qui pousse, ça sera l'occasion de repartir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si on approuve sur Ethereum, il n'a pas été pricé, donc ça va être l'occasion de pousser en ligne droite très très Ouais. fort pour ensuite recorriger, quoi. Ouais, venir chercher la TH qui est vers les 4008 en plus. Ouais, Et parce que Ethereum, il n'est pas encore remonté à son ATH. non. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant de venir casser, faire un petit peu le même scénario que Bitcoin a fait avec son ATH. Revenir au-dessus, s'amuser un petit peu au-dessus, et puis faire une petite correction sur l'ATH, parce qu'au final, c'est une correction sur l'ATH qu'on a actuellement sur BTC. Ouais. D'ailleurs, si au final, avec un peu de rétrospective, on compare un peu les deux, on a quand même beaucoup de ressemblances, hein, mine de rien. Ouais, après, je trouve que c'est dur de comparer maintenant. Faudrait voir à Oui, la fin du move aussi à quoi ça va ressembler surtout. ouais. Ce que je veux dire, Mais c'est qu'en ouais, termes de pattern, on ouais, a quand même un truc qui psychologiquement a quand même beaucoup de d'identifications qui sont quand même assez similaires, hein. Même que ce soit par ouais. rapport aux bougies précédentes et tout. Même si tu vois le mouvement juste avant, la stabilisation ici, là, où t'as la souris, au 43 Là ou 000, celle-ci. qui ressemble un petit peu aussi à celle juste avant, ici, là. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et puis même là, on voit l'accumulation. Ouais, On ouais, voit une certaine c'est ça. accumulation ici. C'est clairement pour moi, on a des patterns qui sont quand même assez similaires. Donc, je dis pas forcément que ça y est, on va aller aux 130 000 direct. Mais en vrai, ça peut être des excuses qui peuvent être assez valables. Et puis là, en plus, avec la rentrée des liquidités, faudra vraiment voir en fait comment on va chercher de l'excès ou pas. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même à pas négliger. Et c'est pour ça qu'à mon sens, bah, il faut pas attendre le déluge pour se passer correctement, quoi. Non, ça c'est clair. Je pense que là, la timeline pour se placer correctement, elle arrive à la fin, quoi. Ah ouais, bah au bout d'un moment, ça va commencer à être compliqué de se placer sur les points hauts et de rentrer correctement sur le marché sans prendre trop de risques. Quand on va être autour des 100 000 pour entrer cash comme ça sur le marché, ça commençait à piquer quoi. Niveau risque, Ouais, ça va être déjà. hmm, Après, on n'a pas encore les retails, donc on a encore de la marge aussi par rapport à ouais, ça. ouais, ouais. Je finis également avec ça. Donc là, c'est un petit point donc qui datait de hier ou avant-hier, je crois. Mais c'est un petit point sur la volatilité, clairement, du marché. Donc on est sur BTC et clairement, on a une grosse accumulation. Donc vous voyez que la volate, donc plus on est haut sur le graphique en gris, plus on a de la volate. Et plus on est bas, plus on réduit la volatilité. Donc on a beau être haut, on a quand même une volatilité qui est très proche des points historiquement les plus bas, pour le coup des cyclicités hein, quand même, hein. Vous comparez par rapport au point bas du marché, par rapport à ces points-là, encore une fois, en milieu de cycle aussi, en termes de volat, on a vraiment purgé et on est vraiment revenu sur les points qui sont quand même assez bas, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est clair on a tout dégommé à la baisse. Il y a eu beaucoup de peur. Là, enfin, on n'entend plus parler de Bitcoin, hein. Si tu regardes même les stats sur Google Trend, tu verras qu'on est au plus bas. Ah On ouais, revient carrément. sur des niveaux de octobre, carrément, octobre-novembre. Et en fait, plus personne s'intéresse à BTC, aux cryptos. Donc, c'est aussi peut-être le moment de repartir.
sur BTC en rouge. Ouais. Donc là, je suis sur BTC en rouge. C'est sûr qu'on a quand même bien purgé, hein. Ouais. Ouais, franchement, niveau intérêt, là, on Ouais. revient au niveau de bear market. Et si... je mets crypto... Ouais, même là-dessus, on a bien purgé, hein. Même sur la partie crypto, on a vraiment bien purgé. Crypto, c'est en bleu? Non, C'est en rouge, c'est en toujours. rouge, ça. Ouais, ouais, je l'ai laissé en rouge. Ouais, on a vraiment bien purgé, hein. C'est impressionnant, hein. Ouais. Ah non, c'est abusé, hein. Et je sais pas si t'avais vu, mais on peut regarder aussi les recherches sur YouTube avec ça. Ok, là, je viens de l'enlever, mais... Ça peut être sympa de compléter justement l'analyse, les recherches sur le web et les recherches sur YouTube. Ben, il y a... Comment il s'appelle Ah, je l'ai plus. Social Blade, du coup, qui nous permet également de compiler tout ce qui est abonnement, etc., qui est quand même assez puissant, hein, pour le coup, hein. C'est le site que tu utilises souvent, ça, non? Ah C'est pas non. forcément celui que j'utilise le plus souvent, mais après c'est biaisé parce que du coup on voit vraiment, si je prends par exemple la share, on a par exemple la montée des abonnements. Ah, pourquoi il m'a bugué? Mais là on a le nombre de nouveaux abonnés du coup par mois, et on voit qu'il y en a un pic et on redescend à fond, hein, pour le coup, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et si on regarde les plus gros US, Coin Bureau, est-ce que je l'ai bien écrit, je sais pas. Ouais, si c'est bon. Et tu vois, ça fait exactement le même move, genre. Pourquoi il plante? Ça fait exactement le même move. On a eu un pic là pour le coup en mars, du coup, c'est ça? Ouais. Ouais, Et avril, ça a dump. Donc on n'a même pas, pour le coup, là, avril-mai. Ouais, c'est ça, on n'a pas la fin du mois encore. Je suis quasiment prêt à parier qu'on est vers ces niveaux aussi, vu le niveau des intérêts qu'on a eu et qui s'est validé, quoi. ouais, donc ça c'est vraiment un point positif pour la suite, en tout cas. Ouais, clairement. Donc là, on va pouvoir parler stratégie d'entrée, gestion de portefeuille, stratégie de sortie. J'ai beaucoup de tips, donc n'hésitez pas à poser des questions pour le coup dans le chat si besoin. Petit point, également j'ai pas mal d'altcoins à évoquer, mais on n'a pas forcément tout le temps de tout faire là pour le coup, je ne vais pas trop m'étaler non plus pour le coup. Je vais le balancer dans le Telegram aussi là pour le coup. Il y a une mise à jour sur LivePeer qui parle directement de faire un sous-réseau sur tout ce qui est traitement des vidéos sur l'IA. LivePeer qui traite déjà sur tout ce qui est GPU, etc. Toute la partie computing comme RNDR, AKT, etc. Et là qui font vraiment un sous-réseau spécial pour tout ce qui est traitement vidéo, donc vraiment encore plus focus sur l'IA. Il y a eu pas mal ça a pas mal poussé mine de rien. C'est LPT je crois. On est dans le top 100 mine de rien en termes de market cap, donc on n'est pas sur une toute petite crypto-monnaie. Mais la news a bien poussé aussi, mais il se peut que du coup ce soit pas forcément la fin et que ce soit potentiellement que le début d'une belle relance pour LivePeer aussi. Puis la TH qui est quand même assez haut. Là on a 24 dollars et puis on a un TH environ à 80 dollars. Donc c'est quand même assez sympathique. On est comment niveau tokenomics là-dessus? On est 100% dilué déjà. Ok, top. Ouais, on est Magnifique. 100% dilué. Je les passe rapidement comme ça, on pourrait y revenir, mais on a parlé beaucoup de différents actifs et on pourra effectivement compléter avec la partie gestion de portefeuille. Mais pour tout ce qui est altcoin, on va y revenir dans un second temps sur la partie gestion de portefeuille. Je voulais juste aborder tout ce qui est stratégie d'entrée. Pour le coup, si vous n'êtes pas dans le marché ou que potentiellement vous avez aussi du capital à re-rentrer en plus, c'est un peu toujours la même base, mais la base des bases, c'est de faire ce qu'on appelle un DCA. Donc un DCA, c'est quoi, hein? C'est vraiment très simple. Et c'est à mon sens aussi le plus safe. C'est-à-dire que vouloir chercher de l'agressivité, c'est aussi un risque. Mais pour le coup, je prends l'exemple de BTC pour après dispatcher sur différentes altcoins. Mais c'est exactement le même process. Là, je vais vous montrer sur BTC. Mais c'est par exemple, je rentre quand même une bonne partie au début, par exemple 30 ou 40% dès le début pour être un minimum exposé si vous n'êtes pas du tout exposé dans le marché. Et après, c'est rajouter par exemple tous les mois 10%, 10%, 10%, 10%. Ça vous fait un étalement de ce qui vous reste. Si vous en rajoutez 40% ici, plus 10%, ça vous fait, il vous reste 6 mensualités. Ça vous fait près 7 mois au total d'étalement. C'est déjà un bon exemple de bonne stratégie qui peut vous permettre d'avoir quelque chose qui va être efficace sans être comme des gros bourrins pour le coup. Et si vous avez loupé le train, des bonnes alternatives qui peuvent être en place si vous avez loupé le train, c'est d'être moins agressif aussi et donc d'accepter d'avoir loupé un peu le train et justement de mettre en place ce fameux DCA. Donc ça, c'est une strat qui est connue comme le monde et souvent c'est les stratégies les plus simples qui marchent le mieux. Donc après, vous pouvez aussi optimiser
pour le coup, mais ça va dépendre justement de votre niveau sur le marché. C'est-à-dire que plus vous allez pousser et plus vous êtes exigeant en termes de stratégie, plus c'est un risque aussi que vous prenez. Pourquoi? Parce que là, l'exemple que je viens de vous projeter, il est bien. Sauf que si tu te dis, oh, je mets juste 10% et j'étale sur 2 ans, en fait, tu te retrouves avec la plupart de ton bac qui est acheté tout en haut et au final, tu te retrouves avec un dessin qui est beaucoup trop large. Donc, les stratégies sont simples, mais ce qui est le plus pertinent et aussi le moins évident à mettre en place, c'est utiliser les beaux contextes. Clairement, avoir un bon contexte par rapport à ces stratégies, c'est le plus important pour le coup. Et un DCA bien appliqué peut être 1000 fois plus efficace qu'une stratégie optimisée sur le prix par rapport à des confirmations ou aux techniques, etc., mais qui va être mal gérée. Donc ça, il faut faire gaffe aussi à son invité par rapport à ça. Et sa stratégie, elle est applicable sur n'importe quelle crypto de A à Z, hein. Que ce soit du Solana, de l'Ethereum, des altcoins, par rapport aux narratives aussi, on va pouvoir en parler par rapport à la gestion de portefeuille, mais c'est applicable sur n'importe quoi. Et après, effectivement, vous pouvez très bien l'appliquer par rapport au prix quand on a des confirmations. Là, pour le coup, on a une grosse bougie, une grosse clôture en daily. On attendait cette clôture la dernière fois, la semaine dernière, on a fait le live. Bon, bah, quelle clôture, quand on a des gros signaux comme ça, vous pouvez très bien te dire, ok, dès que j'ai un gros signal qui est quand même assez bullish, je rajoute 10%. Là, j'avais une cassure, nous on attendait par exemple cette zone des 57 000 entre autres, bah, dès que j'ai une zone importante, je peux me décider de mettre aussi par exemple 10%. Et donc c'est à vous de voir quelle stratégie vous voulez mettre en place par rapport aux différentes zones de confirmation pour les mettre en place aussi. D'accord? Donc ça va vraiment en fait dépendre de votre profondeur de marché, mais le plus simple c'est un DCA, et après on peut toujours optimiser en fonction de votre niveau, en fonction de vos niveaux de compétences. On a montré notamment de l'on-chain comme quoi ça s'est calmé, qu'il y a eu un sell the news au niveau du pricing des ventes également du halving, que là on est sur des points d'accumulation et une perte de volatilité qui est quand même assez historique, donc c'est des bons points aussi pour potentiellement rentrer dans le marché pour le coup actuellement. On n'est pas à l'abri, quand encore une fois à court terme ça corrige pour aller chercher un point bas potentiellement pour repartir par la suite, ça on n'est pas à l'abri, c'est pas ce que je privilégie, mais il faut l'avoir aussi en contexte et en prise de compte dans votre stratégie d'entrée. Parce que si vous rentrez comme des gros bourrins, et je vais prendre l'exemple par exemple de Merle, parce qu'il a bien pump et qu'on a parlé juste à combien de fois. Mais si vous rentrez au tout début sur Merle comme des gros bourrins et que vous rentrez ici, bon bah au final, le Merle il a perdu depuis son listing, il a perdu son. Vous voyez, il a divisé par 4. Il a divisé par 4, même. Ouais, c'est ça, il a divisé par 4. Donc, ça fait quand même des gros dégâts sur le capital. C'est pour ça qu'il faut quand même l'avoir dans mon contexte et qu'il ne faut pas non plus s'enflammer par rapport à vos compétences et avoir quand même une expérience quand vous rentrez de manière assez agressive sur le marché. Donc ça se prend en compte, ça s'optimise et c'est avec effectivement, pour le coup, les routines de marché que vous pourrez vraiment optimiser ça de plus en plus. Donc là-dessus, pareil, si vous avez besoin de revoir tout ça, vous avez quand même toutes les bases. Également, je vous remettrai directement lien en bio. Pour le coup, sur Liberty Start, vous avez toutes les bases de l'écosystème. Je ne vous refais pas toute l'explication de A à Z, vous avez tout le template qui est ici. Vous avez comment acheter vos premières crypto-monnaies intelligemment avec toutes les questions qu'on peut se poser pour le coup au début. Il y a tout ce qui est psychologie, donc pour avoir vraiment des bases de psychologie, pareil, d'exemples de pédagogie que moi j'ai mis en place sur le marché et qui ont fonctionné pour le coup pour moi. Et après, explorer beaucoup plus l'écosystème. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous remettrai ça pour le coup directement en bio. Vous pouvez le retrouver sur mon Instagram ou un peu partout. Donc voilà pour la stratégie d'entrée. Vous allez retrouver ces explications là également dans cette stratégie, dans cette formation gratuite directement si besoin sur la stratégie d'entrée. Franchement, la stratégie d'entrée, c'est pas compliqué. C'est soit vous avez loupé le train et vous rejetez du capital en plus et vous acceptez de voir plus large, ou alors vous rentrez plus agressif, mais ça va demander plus d'optimisation, de surveiller les nouvelles opportunités sur le marché, de surveiller les nouvelles altcoins. On peut citer notamment LivePeer comme ça qui fait de relance parce qu'il relance des axes sur l'IA que je viens de citer par exemple juste avant. On peut citer une nouvelle crypto-monnaie qui peut être potentiellement des crypto-monnaies à fort potentiel, notamment comme Merle par exemple. Et donc ça, forcément, plus à optimiser, plus ça va être gourmand et c'est aussi une prise de risque à prendre en compte. Est-ce que, Monsieur Kaneki, vous avez une petite axe d'amélioration à rajouter sur la stratégie d'entrée? Moi, je trouve ça assez pertinent. Après, bien sûr, il faut penser aussi au profil de chacun. Ouais, Chacun a des profils différents. Ça dépend si on est actif sur le marché, si on n'est pas actif sur le marché. Et donc, du coup, essayer de mettre en place une stratégie qui va correspondre à ce profil, tout simplement. carrément. Carrément. Donc, une fois qu'on est rentré sur le marché, et je viendrai aussi pour la stratégie de sortie juste après. Pour ce qui est de la gestion de son portefeuille, et à mon sens c'est vraiment le plus gros du travail, là je vais vous renvoyer vers une précédente vidéo également qu'on a fait, parce qu'effectivement pour moi le plus simple dans une gestion de portefeuille, ça va être effectivement d'avoir un minimum d'équilibre, et effectivement ce qu'on appelle du money management, c'est-à-dire que sur une répartition par exemple de 100%, je vais mettre, c'est un exemple, mais un quart par exemple dans BTC,
On va faire un portefeuille assez défensif pour l'exemple. Un quart Ethereum. Et après, là, on compose en altcoin. Comment je le compose en altcoin? Ça va être assez important de bien le driver et de bien le composer. Pour moi, le plus simple et le plus efficient, c'est justement de le composer par rapport aux narratives. Pourquoi? Parce que justement, si l'IA, elle explose et que j'y crois fortement, si je suis pas dessus, c'est quand même dommage. Et j'aurais beau avoir, je vous dis une bêtise, 10 altcoins différentes sur plein de RWA, donc tout ce qui est tokenisation du monde réel. Si malheureusement c'est la narrative de l'intelligence artificielle qui fait le plus de résultats, vous serez passé totalement à côté. Donc à mon sens, avoir une bonne pondération entre, par exemple, l'IA, par exemple, les RWA et par exemple, c'est l'exemple que je donne souvent pour le coup la partie GameFi, pour moi c'est vraiment pour le coup une base. C'est littéralement une base à avoir et après effectivement à mon sens, c'est de choper les meilleures narratives et dans chaque narrative, choper les meilleurs projets. Et donc ça, c'est la base d'une gestion de portefeuille. Si vous appliquez ça, vous avez déjà les 80-20 d'une gestion de portefeuille de manière globale. C'est déjà le plus important en termes de composition de portefeuille. Donc là, vous allez me dire, ok, Kaneki, ok Antoine, c'est génial tout ça, mais comment je choisis du coup mes altcoins et comment je choisis mes narratives? C'est très bien, parce que justement, avec Monsieur Kaneki, on a fait une vidéo complète. Donc, vous avez le timeline. À chaque fois, vous pouvez avancer pour revoir les vidéos. On a expliqué de A à Z. On a fait tout un classement des meilleures narratives, les différents écosystèmes, ceux qui ont le plus de potentiel, ceux qui peuvent venir aussi par la suite. Et en plus de ça, dans chaque narrative qu'on explique, on donne des exemples de crypto-monnaies que vous avez à chaque fois au cas par cas. Par exemple, si je prends l'intelligence artificielle, on a parlé à chaque fois notamment de Tao, donc tout ce qui est BitTensor, IA, etc., avec un réel écosystème. Donc pareil, si vous voulez creuser un peu plus, etc., il y a d'autres crypto-monnaies aussi, en particulier dans l'écosystème de Tao, qui vont bénéficier si justement Tao, qui est d'ailleurs dans des très bons rebonds là, actuellement intéressants. Ouais, Tao, il régale, j'avoue. Ouais, Tao, il est assez sympathique. On a le petit biseau qui est ici, et là, on vient de le casser. On a un gros W qui vient de se valider. Donc, pareil, la bougie qu'on est ici, qu'on vient de clôturer là, ici, pour le coup en daily, donc il y a 2 jours, confirme quand même un beau signal de relance. Et potentiellement, on est parti pour les sommets beaucoup plus hauts, si toutefois vous croyez effectivement à cet actif-là, qui est quand même relativement pertinent. Donc ça, c'est un exemple. On a cité aussi tout ce qui était RNDR, AKT, etc. Vous avez vraiment toute la décomposition. Franchement, c'est vraiment full valeur de fou. Pour le coup, là-dessus. Et même d'ailleurs, on a parlé en off avec Kaneki. Tu me disais, en vrai, la valeur qu'on envoie en public, genre toi, tu trouvais ça genre juste insane, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. En vrai, il y a beaucoup de choses qui est donné à un public qui peut très bien suffire pour vraiment performer ce marché haussier. Donc, il faut juste faire ses devoirs, regarder des vidéos un peu longues. Mais en vrai, vous avez tout à disposition. C'est ça, clairement. Clairement. Donc là, l'idée, effectivement, c'est suivre un peu les différentes narratives, voir ce qui performe le plus. Donc là, vous avez vraiment un classement en temps réel de nous, ce qui peut évoluer dans le temps. Et donc après, comment vous suivez différentes narratives? En vrai, c'est pas compliqué. Vous allez sur TradingView, vous vous mettez à droite comme j'ai fait là. Moi, j'ai plusieurs listes, j'ai plein de listes différentes. Avec, je vous fais un exemple, mais par exemple, avec la liste de la Mcoin, où je mets Memcoin à droite et vous pouvez suivre clairement en fait vos différentes crypto-monnaies, vous les rajoutez directement dans TradingView et vous rajoutez vos parties IA, tout ce qui est par exemple RWA, les leaders, c'est clairement Ondo et CFG. Sur la partie GameFi, ça va par exemple être IMX, Ronin, BIM, parce que c'est tout ce qui est blockchain, etc., c'est les infrastructures. Donc c'est les leaders. Et donc quand ça, ils vont prendre de la traction, eh bien ça va inciter aussi à narrative. Et on a aussi du coup des catalyseurs, comme par exemple sur Solana, sur tout l'écosystème de Solana, on a FireDancer qui est en cours, c'est une grosse mise à jour avec un nouveau client, pour le coup, qui va driver aussi forcément naturellement les prix. On a déjà parlé pas mal de fois, et c'est pour ça que notamment Solana, il continue de pousser, mine de rien, actuellement. Ouais, grosse communauté aussi autour de Solana. Ouais. Donc très belle relance, on a bien corrigé, et vous allez voir que comparé à pas mal d'actifs, Solana, il a repoussé quand même assez fort. On a un beau épaule-tête-épaule, là, pour le coup, donc signal haussier. Bam, on le On avait valide parlé de ça. ici. Ouais, dis-moi. Pardon, on en avait parlé un peu la dernière fois de ça, de cette épaule, tête épaule. Et au final, ça paye bien là. Ouais, il pousse bien, Il pousse vraiment bien, Donc là, au niveau de la composition de votre portefeuille, j'ai perdu du coup mon petit camembert. Mais vous avez tout ce qu'il faut dans cette vidéo juste ici. Vous avez juste à la revoir, la faire un petit peu de vue, tranquille. Mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut au niveau de la gestion de portefeuille. Ce qui va être le plus important, pour le coup, ça va être de gérer votre risque. Donc déjà, comment je gère mon risque? C'est que quand vous faites votre camembert là, alors je sais pas où je suis reparti, j'étais sur BTC je crois.
N'hésite pas à me couper, pour le coup, monsieur Kaneki, si... Mais là, franchement, t'as un fois tout, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. À chaque fois, Ok, c'est assez bien, quoi. tac. Donc n'hésite pas à me couper si jamais tu as des choses à rajouter. Je vulgarise grossièrement, bien évidemment, nous on le creuse encore plus en profondeur, mais pour le coup les compositions c'est ça et les strats globalement c'est vraiment la base. Donc après la question c'est quand vous avez choisi une narrative en particulier, c'est comment je trouve si un projet est pertinent ou pas. Pour le coup donc là l'idée ça va être de composer aussi sur tout ce qui est analyse technique, le fondamental, vraiment c'est les basiques, mais surtout pour moi la partie la plus importante, ça va être de regarder la partie économique. Vous voyez ce qu'il a fait pour le coup Kaneki. Quand je lui ai parlé de LivePeer par rapport à l'évolution qu'il y avait sur la partie IA, il m'a demandé une première chose, c'est au niveau de la dilution du token. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Et donc forcément, il y a deux choses à regarder en priorité. Ça va être votre market cap. Donc market cap, c'est vraiment la taille de marché. Je vais aller sur CoinGecko pour vraiment vous montrer le plus simple possible. C'est vraiment des basiques qu'on reprend là, mais c'est à mon sens vraiment important de reprendre pour le coup moi ces bases. Encore une fois, tout ça on les voit, donc si ça fait trop d'infos pour vous, etc., n'hésitez pas à aller revoir les bases de la formation gratuite. Mais là vous avez un ranking, ok, sur CoinGecko, c'est pareil, CoinMarketCap, etc. D'ailleurs, tous ceux qui utilisent CoinMarketCap, évitez à mort. Parce qu'il y a des gros écarts et des fois une crypto-monnaie qui doit être classée 150e dans votre ranking, il va se retrouver 2 millième parce que le market cap n'est pas à jour. Donc faites vraiment vraiment gaffe. Et le gros biais que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils regardent pour le coup le prix qui est ici et ils disent oh là là, ma crypto-monnaie est pas chère. Et c'est ce que font beaucoup de meme coins parce que justement c'est un biais psychologique qu'ils exploitent pour le coup. Alors que non, nous on regarde vraiment la taille de marché. Parce qu'encore une fois, si j'ai un Shiba qui est déjà à 14 milliards, donc 15 milliards de market cap, donc de taille de marché, pour qu'il fasse 60, faut qu'on arrive à 14 milliards, 150, 150 milliards, et il faut qu'on soit un dixième de l'or, ça commence déjà à faire un market cap vraiment plus que énorme. Donc il faut vraiment regarder la taille de marché et non pas le prix, ça c'est l'erreur que font tout le monde pour le coup. Mais donc comment vous repérez des altcoins pour le coup à risque ou pas? Donc à mon sens le plus pertinent c'est de mettre des grosses qui vont être pertinentes et d'avoir au moins une base sur les leaders si vous ne savez pas trop quoi choisir. Et après, vous pouvez essayer de chercher des crypto-monnaies qui vont avoir plus de potentiel, qui seront plus à risque, mais qui vont essayer de faire mieux que votre leader. Et il faut qu'ils fassent mieux que votre leader. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous avez des crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle qui font par exemple moins que Tao en termes de performance, vous sous-performez la narrative de manière globale et vous prenez plus de risques. Donc ça n'a absolument aucun sens. Pour moi, c'est clairement le but d'analyse fondamentale, c'est de repérer des projets qui peuvent faire mieux que votre base de leadership, entre guillemets. Ma base du leadership par rapport au marché total, c'est BTC. Et quand je rentre dans une narrative, c'est mon leader de narrative. Donc si une crypto-monnaie sur l'IA que vous avez achetée, elle performe moins que Tao, ça n'a aucun sens de l'avoir pris. Vous prenez plus de risques pour moins de performance. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux rester sur les leaders de narrative plutôt que d'aller se faire chier, aller chercher la petite crypto-pépite pour vouloir chercher un x5 qui n'arrivera probablement jamais et se faire sous-performer par le marché. De fou. Surperformer plutôt. Parce que moi, je me rappelle au dernier bull run, j'avais plusieurs portefeuilles et j'en avais un que j'avais laissé full Ethereum. Et à la fin, je me suis rendu compte que ce portefeuille avait performé pratiquement autant que mon portefeuille où j'étais beaucoup plus actif et tout en faisant rien du tout. Donc, Ouais. faut prendre ça en compte et ça rentre aussi dans le profil. Si t'as pas envie de te faire chier à faire des recherches, à passer des heures à comprendre les projets, parce qu'il y a des projets, ils sont très techniques également. Sur l'IA, il y a beaucoup de choses, beaucoup de termes qui sont nouveaux, qu'on ne comprend pas forcément au début, qu'il va falloir continuer à lire pour commencer à faire des liens dans son cerveau. Et au début, on ne comprend pas, donc on peut penser que c'est un projet incroyable, et au final, ben, c'est un flop, Clairement. tout simplement. Clairement. Donc là, moi, quand vous composez votre portefeuille et que vous choisissez des altcoins, vous devez absolument prendre en compte ce truc de market cap. Et donc, plus votre market cap ici il est petit, plus c'est risqué. Et pareil, plus vous pouvez descendre dans les rankings. Donc, vous pouvez soit vous comparer par rapport au market cap si vous avez l'habitude de comparer par rapport au reste, soit directement par rapport au ranking. Tout ce qui va être déjà en dessous de top 200, top 300, déjà on rentre dans déjà du très très petit. Donc on peut faire beaucoup plus petit aussi, mais tout ce qui va être en dessous du top 100, top 200, on rentre déjà dans des petites market cap. Donc là c'est vraiment adapter votre profil, et donc plus on descend bas dans le ranking, plus vous allez prendre du risque. Donc ça vraiment à prendre en compte. Et pareil, donc c'est ce qu'on disait sur les métriques de base, c'est le market cap, la narrative et effectivement la dilution de la partie économique, donc des tokens qui sont en circulation. Et là on le voit par exemple, c'est marqué ici, on est déjà à 100% de dilué. Donc là on n'a plus de risque
d'injection monétaire, donc de plus de tokens qui seront délivrés, qui peuvent littéralement faire crasher le prix. Comme le dollar, pourquoi le dollar il est en galère? Parce que sinon on injecte beaucoup de dollars et donc du coup forcément notre monnaie elle perd de la valeur. Là c'est justement exactement ce qu'on veut éviter. On veut pas une monnaie en mode dollar, on veut plutôt une monnaie comme l'or, et encore l'or on en produit aussi, donc c'est pas forcément le meilleur des exemples, mais qui globalement va quand même être assez rare et on a déjà tout injecté. Plutôt qu'une monnaie comme le dollar, on va injecter à chaque fois à fond, dès qu'on a un souci, on va rajouter pour le coup de l'émission monétaire, quoi. Donc ça, c'est Ouais, vraiment les trucs de base. Et effectivement, et encore une fois, les stratégies les plus simples sont souvent les plus efficaces. Et encore une fois, c'est là. Et on le voit effectivement, comme disait Kaneki, c'est qu'en fait, souvent, on a plein d'investisseurs. Et la plupart des investisseurs, ils choisissent pas les plus grosses. Ils choisissent toutes petites, plein de petites. Sauf qu'ils auraient juste choisi la grosse. Ils ont tellement en fait un manque d'expérience ou trop avide, etc., ou trop gourmand, etc., dans les mauvais timings aussi du marché, parce qu'il y a des moments pour être plus avides que d'autres, et qui au final, bah, en fait, ils sous-performent littéralement, ne serait-ce que le leader, alors qu'au final, ils auraient pu effectivement garder un BTC, un Ethereum ou le leader du narrative en l'occurrence, et ils auraient juste fait beaucoup plus de performance. Donc aller chercher du petit market cap n'est pas forcément un gage de performance, bien au contraire. non, clairement pas. Puis il faut vraiment avoir les compétences aussi et les connaissances pour trouver ces petits market cap, parce que si tu descends dans CoinGecko, que tu vas dans les pages 1000 et quelques, tu verras des projets en voiture en voilà. Et bonne chance pour trouver le bon qui va exploser, va faire fois 100, fois 1000 quand toi tu vas l'acheter. C'est très très dur à trouver. De fou. Et d'ailleurs, point très important, ce que les gens sous-estiment par rapport au low cap, c'est que là, par exemple, je vous fais un exemple où, imaginons, j'ai un ranking 100 ou plus, vs 100 ou moins, ok? Donc là, on est vraiment sur du genre maximum de risque, parce que ma crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'elle est toute petite, parce qu'elle a un tout petit market cap, alors que là, on est quand même, là, on est ok niveau risque, ok? Sauf que l'avantage, c'est que là, j'ai peut-être, même si je tombe sur un bon candidat, je vais peut-être faire un x10, un x20, un x50, voire plus. Quand vraiment c'est des bonnes crypto-monnaies et quand vraiment il y a un bon timing de marché, ce qui est quand même assez rare. Et ce qui maintenant, d'ailleurs, au vu des systèmes d'injection monétaire, qui est de plus en plus rare parce qu'on a de plus en plus de levées de fonds, on a de plus en plus de personnes également qui rentrent dans les levées de fonds parce que ça devient de plus en plus à la mode. Vous avez tous les influx et tous les porteurs de projets, etc., qui font de plus en plus de ventes privées, donc qui rentrent en vente privée. Et donc du coup, quand ça sort sur le marché, on le voit, hein, les market caps sont hyper valorisés de plus en plus haut. Là, par exemple, on parlait de pic aussi beaucoup dernièrement sur le dernier live, etc. Il y a beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui rentrent sur le marché, qui ont beaucoup de hype, mais qui sont hyper valorisées, qui rentrent à des tailles de marché énormes. Vraiment énormes. Et donc forcément, quand vous rentrez à des tailles de marché qui sont déjà, par exemple, un exemple, mais déjà à des 1 milliard, 2 milliards, c'est mort. Votre x50, x100, vous oubliez direct. Et ça, c'est le cas de la plupart des crypto-monnaies actuellement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est vraiment un travail d'analyse de vraiment repérer ceux qui ne sont pas hyper valorisés dès le début. Et là, on vous vend tout le temps, à chaque fois sur YouTube, sur les médias, etc., des x10, des x20, des x100, etc. Aujourd'hui, cette capacité de faire des gros multiples facilement, c'est de moins en moins vrai. Parce qu'on a de plus en plus de crypto-monnaies qui arrivent déjà avec des énormes tailles de marché, parce que la capacité de rentrer en pré-sale, donc avant les ventes publiques, sont de plus en plus accessibles pour plus en plus de personnes aussi. Et donc, l'intérêt par rapport à ça, c'est que même sur une crypto-monnaie, vous arrivez par exemple à choper un x20, bah, je vous dis un exemple. Vous aurez peut-être mis 1% de votre capital. Tu as fait x20, ok. Mais si tu fais ne serait-ce qu'un x5 avec une crypto-monnaie où vraiment, par exemple, c'est un Solana et tu as mis 20% dessus, ce qui reste, encore une fois, largement raisonnable, hein, tu as fait bien plus d'argent avec ça sur Solana que sur ton lock-up qui a fait x20. Je te dis une bêtise, tu as mis 1000 dollars en x20, ça te fait 20 000. Tu as mis 20 000 x 5, ça te fait 100 000. Tu as fait 5 fois plus d'oseille avec Solana qu'avec ton lock-up x20. Je binarise vraiment les choses, mais c'est un exemple qu'il faut que vous compreniez que 10 lock-up et 10 gros multiples ne veut pas dire forcément grosse performance de portefeuille. Parce que si vous avez des petits lock-up en plus que vous faites des multiples, mais que vous gérez mal le reste, bah en fait votre portefeuille il perd pas. Vous aurez une toute petite portefeuille qui perf, mais vous n'avez pas cherché de la perf sur la majorité de votre portefeuille. Et ça, c'est le plus important. Et la plupart des gens regardent ça, alors que le plus important, c'est ça. Donc je vous dis pas de all-in sur Solana, encore une fois, mais ce qu'il faut vraiment avoir en conscience, c'est que la majorité de votre bag, c'est le plus important. C'est pas vos low-cap qui vont faire des x100, des x50, etc. Ça va être intéressant, forcément, si vous arrivez à le gérer encore une fois correctement, mais il faut vraiment focus cette partie-là, et non pas
pour le coup, ce qui se trouve ici. Donc vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'avoir votre majorité de portefeuille uniquement sur des market cap qui vont dépasser, pour le coup, les 1 milliard de market cap. Vous voyez, c'est pas obligatoire. Mais globalement, ça vous donne une idée que se focus aussi sur l'utilisation des mid cap et des big cap peut être une grosse performance de portefeuille vs une personne qui le gère mal et qui cherche que du low cap. Bien sûr. Surtout qu'en plus, si tu arrives à faire un x5 sur un mid-cap par exemple, ou un high cap, et qu'après tu rebascules sur une crypto qui n'a pas forcément performé ou qui pourrait performer par la suite, et que tu refais un x5, là, tu te retrouves avec un x25 sur ce capital-là. Donc, bon, dans la pratique, c'est plus difficile à mettre en place comme je l'explique, Ouais, mais ce sont des possibilités qui sont aussi moins risquées et qui permettent de faire tout autant de multiples. clairement. Clairement. Et d'ailleurs aussi par rapport au fait de se positionner sur tout ce qui va être les leaders des narratifs, dans un premier temps, ça peut être justement intéressant de faire ça, de se positionner que sur les leaders. Et une fois qu'on est positionné, qu'on a notre portefeuille qui est en place, là, de venir regarder tout ce qui va être plus petite capitalisation pour venir rajouter un peu de risque sur le portefeuille et chercher ces petits 1% qui peuvent faire un x20. Parce que le petit pourcent qui fait un x20, mine de rien, si on arrive à le trouver, chose qui est quand même assez dure, Ouais, ça peut devenir 20% de son portefeuille. ouais. Mais clairement, on a clairement où cette partie-là est beaucoup plus importante. Donc, comme dit donc là, concrètement, ce que Kaneki vous disait, c'est focus cette partie-là. On met un petit Kaneki en premier. Et une fois que vous avez focus ça, cette partie avec la plus grosse construction de votre portefeuille, avec par exemple leader de narrative, effectivement, on peut aller chercher le reste. Mais faites d'abord la partie gauche avant la partie droite. Et donc là-dessus, je vous renvoie sur la narrative. Vous avez juste à étudier ça, à étudier pour le coup les leaders de narrative et à construire votre portefeuille. Et après, c'est juste de la gestion par rapport au risque. Et effectivement, si vous avez vraiment des gros multiples, bah, on va voir effectivement comment prendre des profits sur une altcoin et comment aussi anticiper, parce qu'en vrai, les deux vont un peu de pair, mais comment également anticiper pour le coup vos stratégies de sortie, que ce soit sur votre portefeuille total ou prise de profit sur les altcoins. Parce que ça, on l'a vu beaucoup dernièrement. Et pareil, quand on a vu cette correction ici, moi je me rappelle, on a fait des grosses poussées sur plein d'altcoins, moi j'ai pris plein de profits et j'ai quand même pas mal de stablecoins de côté pour le coup, et je sais que Kaneki a vachement bien géré aussi parce qu'on parle aussi en interne de tout ça, pour le coup le move. Mais on a vu beaucoup de personnes qui, quand ça a commencé à corriger, ils avaient plus de liquidité. Et je l'ai vu sur les sondages, les questions que j'ai fait, etc. Les gens avaient plus d'oseille, avaient plus de liquidité, avaient pas pris de profit sur les altcoins. Et c'est un problème. Parce que si vous avez choisi les bonnes altcoins au vu des grosses performances, je veux dire, je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, mais ne serait-ce que sur la relance de Tao, Ouais. on avait, après le top départ, je veux dire, on a quand même fait quasiment, allez, j'abuse, mais quasiment un x20. Hein. Ouais, tu es pas loin, hein. C'est sur On du a un x16. x15. Ouais, on a un x15 là, tu vois. Ouais, x16. Ouais, x16, t'arrondis, effectivement. Mais, enfin, x16, oui, x16, même plus de x16 du coup. Parce que x17 même. ouais, c'est ça, ce Presque. que j'allais dire, effectivement. x16,5. Ouais, ouais, parce que ça a le 100% qui se rajoute de base inclus. Bref, mais vous voyez, c'est juste pour faire comprendre que déjà, là, il y avait un x15 à aller chercher. Si vous avez fait un x15 et que vous n'avez pas pris de profit, c'est qu'il y a un problème. C'est clairement, il y a un problème dans votre prise de profit, dans votre stratégie. Donc là, on va voir aussi la stratégie de sortie par rapport au portefeuille, pour le coup, sur l'intégralité, par rapport à l'intégralité de portefeuille, la stratégie de sortie de manière globale. Mais à mon sens, c'est au bout d'un moment, à vous de voir si vous voulez commencer à prendre un profit à x3, à x5, à x10. Mais à partir du moment où vous avez fait déjà un x10 et que vous n'avez pas pris du coup tout de profit, c'est qu'il y a un gros problème. Donc ça se trouve, vous êtes arrivé un petit peu en retard, vous n'êtes pas forcément rentré au bottom. Ça peut s'entendre, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez, à mon sens, déjà fait un x5, et surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, à mon sens, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous devez commencer à minimum à x3, à commencer à prendre des profits sur vos altcoins. Ça doit être automatique. Je vous dis pas de vendre 100%, ça peut être 20%, ça peut être 30%. Si vous prenez 30% sur un x3, vous êtes déjà couvert de quasiment votre investissement initial. Pourquoi? Parce que si je mets 1K sur une altcoin qui fait x3, ça me fait 3000. Si je prends 30% de 3000, ça me fait quasiment 1000. Donc ça me fait quasiment ce que j'ai investi initialement. Et au moins, ça recorrige. Vous avez déjà retiré votre investissement initial. Donc déjà, ne serait-ce qu'avec 30% à x3, vous êtes déjà couvert de votre investissement. Et donc là, autant vous dire que sur la poussée, je suis quasiment sûr que ceux qui ont pioché des altcoins, la plupart, vous avez minimum fait x3. Quand on voit Solana, ce qu'on fait les perfs et tout, je suis désolé, mais il fallait faire exprès pour pas avoir fait au moins quelques x3 dans ta gauche sur les altcoins que vous avez choisis. Donc je suis absolument convaincu, vous n'allez pas me le faire à moi, que vous avez
tous, en grande partie, fait des x3. Ou alors, c'est que vraiment, vous êtes rentré à la bourre et au top du marché, quoi. Donc, c'est des exemples, mais systématiquement, vous devez mettre une base comme ça, pour le coup, de stratégie en place. J'étais sur quoi? J'étais sur BTC aussi. Je sais plus où je suis parti. C'était sur Tao que je faisais le dessin. Oula, il m'a fait des hiéroglyphes. Ouais, peut-être change de time frame. Ah ouais, c'est possible. C'était ça. Je me trouve toujours avec des dessins à chaque fois quand je suis dans les lives, les coachings, etc. dans tous les sens. Mais vraiment, vous devez effectivement, à mon sens, vous retrouver vraiment à minimum ou à minimum x3. J'ai pris un minimum de profit. Je sais pas comment t'exécutes, si tu peux partager 2-3 trucs par rapport à ça, par rapport à tes stratégies en détail ou quoi, si tu veux rajouter de la valeur, monsieur Kaneki, mais clairement, pour moi, c'est clairement une base. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est carrément une base. En fait, tu as plusieurs stratégies pour commencer à vendre. Tu as le x2 aussi avec la stratégie chat, je crois. x2, tu vends Ouais, 50%. Surtout pour les débutants, c'est bien. De récupérer directement sa mise initiale. Permet d'être un peu plus sain avec son investissement. Après, moi, j'utilise un petit peu ça aussi, où à partir de x2, x3, je commence à prendre un petit peu de profit. Tout dépend aussi après avec le sentiment du marché, mais là, ça demande plus de compétences. Mais en général, sur la montée, j'essaye de. Plus on monte, plus j'essaye d'augmenter mes stablecoins aussi. Si je vois des opportunités, j'essaie de rentrer dedans. Mais en général, j'aime pas trop rentrer sur des opportunités quand le marché il commence à s'emballer. Mais ouais, c'est à peu près comme ça. Essayer de vendre un petit peu par palier, me baser sur le sentiment global. ok. Et après, continuer à améliorer mes compétences par rapport à ça, parce que c'est pas encore parfait. J'arrive pas encore à vendre assez. Mais c'est parce que c'est très dur. Donc, si on veut la faire simple, les stratégies où on réfléchit pas, on vend en x2, x3, x4, x5, c'est le mieux. Après, il faut réussir à ne pas injecter trop tôt, comme tu disais tout à l'heure. Parce que si tu injectes trop tôt, tu continues à te prendre des pertes. Pendant la descente au bear market, il y en a plein qui ont commencé à réinjecter tout leur stable à 30 000 et qu'après on est redescendu à 15 000. Donc, ils avaient refait au moins 50% sur leurs investissements. Donc, faut quand même réussir à maîtriser un petit peu le marché si Ouais, on veut avoir le plus de performance. Donc, forcément se former. clairement. Pour revenir du coup sur le Chad, stratégie Chad, c'est en fait c'est 50% à x2, 50% à x4, 50% à x8 et 50% à x16, etc., etc. Pour moi, ça peut être adaptable pour les petits tokens. Et encore, en fait, je trouve ça trop agressif parce que vous avez niqué votre perf. Mais effectivement, c'est une Ouais. stratégie qui est quand même pas mal utilisée et qui peut bien fonctionner. Moi, je trouve ça un peu trop agressif et ça a vraiment, à mon sens, utilisé quand on sait pas trop quel target choisir sur son altcoin et qu'on dit voilà c'est ultra risqué et j'y vais en mode gros bourrin et c'est pas grave si je vais pas chercher un x10 et que tu prends juste un x3 au lieu d'un x10, c'est ok, mais c'est vrai que ça en fait ça nerf, ça cut vraiment la performance de manière assez agressive assez tôt. Mais why not, en vrai c'est une stratégie qui fonctionne. C'est pour ça que moi j'aime bien partir aussi d'un x3, je trouve que c'est une bonne base pour le coup. Et après effectivement à composer, ça peut être après un x3, un x5, un x6 ou même à chaque multiple dès que tu fais un x3, x4, x5, x6, etc. en plus. Voilà, ça a vraiment adapté en fait en fonction de votre appétence au risque, de votre profil. Il y a plein de métriques qui sont ultra personnelles. Mais ouais, c'est des bons hacks. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, monsieur Kaneki, merci d'approfondir là-dessus. Par rapport que ce soit au sentiment, donc il y a différentes méthodes d'analyse, que ce soit par rapport à la partie on-chain, que ce soit par rapport effectivement aux différentes liquidités, etc. sur le marché. Il y a plein de méthodes, mais sachez qu'encore une fois, les stratégies les plus simples, c'est les plus efficaces. Et en fait, plus vous allez creuser par rapport au marché, plus vous allez être gourmand. Je vais tout effacer, c'est pas grave, je les remettrai. Je les remettrai. Et donc, plus vous allez être gourmand par rapport au marché, donc si vous le faites par rapport au sentiment, par exemple, est-ce que le sentiment il est fort ici? Est-ce que le sentiment il est faible ici? Et donc là, s'il est faible, je rentre ici. Donc là, on parle de sortie principalement et de prise de profit. Et donc s'il est fort, je prends des profits. Moi, effectivement, j'optimise par rapport à pas mal de métriques. Et le sentiment est effectivement une des métriques principales parce que forcément, ça m'aspect aussi la partie sentiment et la partie psycho. Mais attention aussi là-dessus, parce qu'encore une fois, le plus important dans tout ça, on va refaire aussi un point sur la partie stratégie de sortie, c'est justement votre gestion du risque. Et être trop agressif ou trop gourmand, c'est justement un risque d'agressivité parce que si, encore une fois, et c'est les patterns, c'est toujours les mêmes, c'est soit les gens ils sortent trop tôt, par exemple, là, moi j'ai vu beaucoup de personnes, hein, je vous le dis, quand on était ici, ici, sortir ici, sortir ici, sortir ici, on en a vu plein, plein. Et donc là, ils prennent des profits. Mais prendre des profits
trop tôt et de manière trop agressive, c'est aussi un risque. Pourquoi? Parce que tu es off-market. Et moi, j'ai vu, je vous le dis, j'ai vu des personnes qui me disaient directement en DM et autres, ouais, moi, je suis full sorti ici, j'attends que ça corrige et tout inquiète, etc. Je suis absolument convaincu que ces personnes ne sont pas rentrées correctement sur le marché et qu'ils ont attendu leurs 20 000 dollars, etc. et qu'ils les ont jamais eu parce que c'est les patterns qu'on voit à chaque fois systématiquement. Et les patterns, c'est soit les gens sortent trop tôt, trop agressivement, ou alors ils sortent jamais. Donc j'ai vu une question aussi dans le chat qui disait effectivement l'objectif c'est de sortir avec plus rien dans le bull run quand effectivement on arrive à la fin du cycle et de tout enlever toutes ces crypto-monnaies. Dans l'objectif idéal, oui. Je vous le déconseille en réalité parce qu'en général, les personnes le font pas forcément très très bien. Mais surtout, et ça c'est un truc très important et on l'a vu, on le voit avec les coachings, on coach plein de gens pour le coup en interne, etc. À chaque fois de manière régulière. Apprenez à vendre. Genre c'est le plus important. Genre franchement, apprenez à vendre dès aujourd'hui. Dès que vous avez un petit x3, un petit x2, un petit x5. Parce que si vous n'êtes pas capable de commencer à prendre des profits sur votre portefeuille ou sur des altcoins au cas par cas, vous n'allez jamais vendre. Et croyez pas que quand vous serez au top et que tout le monde vous dira ah to the moon, on va continuer aux 100 000 dollars, machin, etc., et que le sentiment sera au plus haut, que vous dites oh je sors tout d'un coup. C'est mort. Si vous n'avez pas appris à vendre plus tôt, vous n'allez pas sortir au top. C'est impossible. Ça va être dur, ça va être très dur hein, de sortir en pleine euphorie. Il va falloir vraiment prendre du recul sur le marché, analyser un petit peu où on est sur le sentiment, voir prendre du recul sur son propre portefeuille, sur ses propres performances. Si au top du marché, t'es en x50, est-ce que tu peux refaire un x20? C'est la question qu'il faut se poser, De tout fou. simplement. Donc après, le DCA, donc c'est entre guillemets un étalement sur la partie temporelle. Vous pouvez très bien faire un étalement par rapport au prix aussi. Là, Kaneki, ce qu'il disait, c'est qu'il étale aussi par rapport entre guillemets au sentiment. Ou par exemple, je sais qu'on a identifié quelques méthodes de red flag, etc. par rapport au sentiment quand ça passe beaucoup dans les médias ou autres, etc. Ce genre de process. Mais vous pouvez aussi, ou au fur et à mesure, comme il disait aussi, une base où plus ça monte, plus on prend un peu de profit au fur et à mesure en fonction du prix. Et là, effectivement, ça peut vous faire une base aussi de prise de profit assez naturelle. Mais apprenez à vendre progressivement et à planifier, ça c'est le plus important, pour le coup, à planifier une stratégie dès aujourd'hui le plus tôt possible, où tu dis par exemple, si je passe à 70 000, je prends un peu de profit, dès que j'arrive à 80 000, je prends un peu, si j'arrive à 90 000, je prends un peu, etc., etc. Et à planifier ça à l'avance, parce que si vous avez du mal à vendre aujourd'hui, vous n'allez jamais vendre au top. Tout le monde se dit ça, c'est toujours pareil. Tout le monde se dit t'inquiète, ça va le faire. Dès que j'arrive au top, moi je vais tout vendre, j'attends le top du marché pour le vendre. Sauf qu'à chaque fois, les gens savent qu'ils sont au top du marché, ils le vendent jamais. Parce qu'ils n'ont pas appris à vendre et parce que ils sont bloqués psychologiquement et que déjà ils avaient du mal à vendre leur x3, leur x5, etc. Donc si vous avez déjà du mal à vendre vos x3, vos x2, vos x5, etc. sur des petits multiples, vous n'allez jamais vendre sur les points hauts, sur les plus de sentiments, sur des plus gros multiples et autres, ce sera impossible. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Parce qu'à chaque fois on le voit et on voit à chaque fois ces erreurs qui sont récurrentes sur les gens du marché. Et puis surtout, il y a un truc que j'ai lu encore cette semaine, dont j'en parlais dans ma revue de presse, c'est qu'il faut vraiment rester humble parce qu'au fur et à mesure où le marché il va s'emballer, De fou. on va commencer à penser qu'on est les meilleurs, qu'on va continuer à faire des gros multiples, on est trop fort, on sait trop faire d'argent, etc. Et si on reste pas humble, la solution elle est simple, c'est le marché qui va nous rendre humble. Le marché il va nous mettre des tatanes derrière la Il va nous tête, rect. il va nous rect comme il faut. Enfin, moi personnellement, je l'ai vécu lors des derniers cycles. Je pense, Antoine, tu l'as vécu aussi. On est obligé de passer par là quand on est débutant. Ouais. Sauf si on se forme bien et qu'on a vraiment cet esprit d'être coachable et de ne pas avoir d'ego par rapport à ça. Mais je pense que ça doit être 1% des gens qui investissent qui arrivent à déjà pas avoir d'ego, c'est très dur. Mais voilà, vraiment rester humble et à un moment donné se dire, OK, j'ai peut-être trop performé, prendre du recul, essayer d'avoir les pieds sur terre. Couper aussi parfois les Twitter, les réseaux Ouais. sociaux par rapport à tout ça. Parce que les chambres d'écho, ça va vite, hein. Ça va vite, on se monte la tête entre nous directement et en fait, c'est mauvais. C'est totalement mauvais. Clairement. Et j'étais en train d'écrire justement. Le Ouais. bruit, faites vraiment gaffe au bruit. Effectivement, comme disait Kaneki, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, le bruit va agir sur le sentiment et sur le sentiment va automatiquement agir sur vous-même et de manière inconsciente. On s'en rend pas compte. Et effectivement, on met cette métaphore aussi en interne, etc. Une personne qui bosse littéralement avec nous en interne, c'est comme quand t'es bourré. En vrai, c'est comme quand t'es bourré. Tu t'en rends pas compte. Ton niveau de conscience, il a complètement réduit. T'es dans l'euphorie, t'es dans l'ivresse, t'es inconscient, etc. T'es dans le mood et t'es dans la bonne énergie. Et quand t'es Ouais. bourré en boîte de nuit ou quoi, je prends cet exemple-là, c'est un exemple comme un autre, mais quand t'es bourré en boîte de nuit,
t'as tout sauf envie de t'arrêter. Même quand t'es plein bourré, etc., t'arrêtes pas et tu continues de boire et tu continues de danser, et tu continues de faire des dingueries et le bordel, etc. tout le temps. Et c'est exactement le même mood. C'est un niveau de conscience qui baisse, t'es à fond dans ton truc, t'as de plus en plus envie de faire des dingueries, des multiples, des prendre de risques, etc., etc. Et justement, le problème de beaucoup de personnes, c'est que justement, ils prennent du risque aussi au fur et à mesure du marché. Ils prennent pas dès le début. Plus le marché et plus le sentiment augmente, plus ils prennent du risque, de plus en plus de risques au fur et à mesure du marché. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est systématique. À chaque fois, je l'explique en long, en large, en travers. Et c'est expliqué encore une fois dans Liberty Start, la formation gratuite. C'est que plus on monte, plus les gens prennent un maximum de risques. Donc forcément, ils ont le plus du gros du risque tout en haut. Donc forcément, quand le marché corrige, ils ont pris leur plus gros du risque en haut. Donc forcément, ils finissent à perte parce qu'en fait, c'est là où ils ont pris plus de risques. Et ouais, tout simplement. Tout simplement. Et pour l'instant, bon, on est encore dans des phases initiales, je pense, du marché aussi, en tout cas. Ouais. Jusqu'à quand ça va durer, je sais pas trop, en fait, c'est dur de définir ça. Est-ce que ça va être fin 2024? Est-ce que ça va être fin 2025? Mi-2025? C'est une bonne question. Celui qui a la réponse, franchement, ben vas-y, dis-nous. Mais il faudra réussir à prendre du recul sur tout ça et se rendre compte qu'on est en train de prendre beaucoup de risques parce qu'à un moment donné, tout va monter. Tout va monter, ça va être Ouais. abruti, ça va être vraiment débile. On va pas comprendre ce qui se passe, que ce soit les NFT qui vont peut-être repartir, que ce soit les mêmes coins, que ce soit les vieux altcoins avec zéro fondamentaux. Tout va péter. Et c'est là où il faudra aussi se dire, ça pue la merde. Clairement. J'ai encore des dessins partout, moi, mais Ouais, ça, tu fais des. comme d'hab. Tu vas faire des NFT, hein? Je te jure. Je vais faire des NFT des lives bientôt. Ouais. Mais après, ouais, j'avoue que ça serait le top de finir le bull run avec zéro crypto, c'est vrai. Et d'avoir tout vendu au top. Franchement, alors, pour avoir essayé de vendre les tops et clairement aussi d'avoir vendu les tops, même quand tu es au top et que tu le sais, je vous l'assure que même quand je le sais et que même moi j'avais la commu derrière, etc., je vais réinciter un niveau de layer, entre guillemets, de couche de conscience supplémentaire parce que, encore une fois, le savoir c'est une chose et l'appliquer c'est déjà une autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les personnes qui ont l'information, qui le savent mais qui vendent pas. Et vous êtes sûr que vous allez voir, c'est la plupart des personnes. Les personnes savent qu'on est sur des hauts de marché, savent qu'on est bientôt au top, mais ils ne vendent pas alors qu'ils le savent. Mais ils ne vendent pas. Donc déjà, c'est un premier niveau de conscience. Tu le sais mais tu le fais pas. Il y a un deuxième niveau de conscience où tu sais et tu fais. Donc déjà, il faut avoir une sacrée paire de bolasses pour vraiment correctement le faire et correctement prendre des profits de manière agressive quand tu es en haut et correctement vendre. Et en plus de ça, il y a cette step où il y a un niveau de conscience encore supérieur, c'est arriver à faire vendre les autres parce que tu es vraiment sur des gros niveaux de conviction et que tu portes aussi tes couillasses entre guillemets pour effectivement inciter suffisamment en termes de pédagogie pour faire vendre aussi et correctement faire les gens et pour les réveiller, les secouer, leur faire prendre en fait leur douche froide quand ils sont bourrés. C'est vraiment ça. Donc pour le coup Mhm. là-dessus, c'est vrai que c'est l'idéal de tout revendre entre guillemets au top du marché. Mais justement, pour moi, le meilleur moyen de tout revendre au top du marché, c'est de commencer le plus tôt possible en fait. Parce que Ouais. on ne pourra pas tout revendre au top du marché. Et plus on est avide, plus on est greedy, plus on va essayer de choper à chaque fois le top de marché. Je vous le dis, moins on va le choper. Parce que même moi, hein, j'ai fait un peu ma spé de Darry Musée à chaque fois. Et c'est juste pour le fun et pas. Je le fais pas à chaque fois avec l'intégralité de mon portefeuille. Mais à chaque fois, d'essayer d'optimiser les points bas et les points hauts. Et vous pourront vous le dire. Et je sais que Kaneki, encore sur un des derniers actifs qu'on a parlé pas mal de fois pendant le live, etc., que j'ai partagé en interne, jusqu'à présent, à voir si c'est vraiment le bottom, j'aurais voulu mettre plus de capitaux, mais on a chopé le bottom pour l'instant. Encore une fois, sur un nouvel actif qui vient de sortir sur le marché, que j'attendais des confirmations. Donc, pour moi, Je sais même pas choper les lequel c'est. points. Hein? Je sais même pas lequel c'est, dont tu parles. Ah, bah, on en a parlé. De toute façon, tu pourras Pas check. trop. C'est le dernier que j'ai évoqué je ne sais combien de fois et que j'ai évoqué dans la partie opportunité en interne. Mais bref. Mais ce que je veux dire, c'est que arriver à choper les points hauts et choper les points bas, c'est clairement pas impossible. Les moldus du marché vous diront oui, c'est impossible, etc., etc. C'est juste qu'ils sont focus sur je sais pas quoi, sur les objets brillants ou sur l'influence ou je sais pas quoi, et qui vous diront c'est impossible. Moi, je vous le dis, c'est faux. Mais c'est un certain ratio où il faut quand même être très exigeant, il faut avoir quand même beaucoup de bagages sur le marché. Et plus vous allez vouloir vendre une plus grosse partie en haut, plus ça va demander d'être encore plus exigeant. Et le meilleur moyen, c'est de desserrer des zones en fait. Parce que même moi, quand j'arrive à choper, c'est que c'est jamais un gros coup pile au bon moment, au bon endroit de manière parfaite. C'est assez rare, des fois j'arrive à le faire, mais c'est quand même assez rare. Et c'est que j'ai décomposé un minimum et que la moyenne, effectivement, soit de ma vente, soit de mon achat, se fait quasiment sur le bottom, certes. Mais c'est parce que j'accepte aussi de lâcher prise et de ne pas vouloir choper les points hauts et les points bas.
Et c'est en acceptant de lâcher prise, de pas chercher le point haut et le point bas, que j'arrive à les choper. Donc c'est vraiment un paradoxe dans un paradoxe. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment pas à essayer de choper entre guillemets le moment parfait pour tout vendre en bull run sur la stratégie de sortie. Parce que si vous faites ça, je peux vous assurer que 99% des personnes qui font ça, ils vont tous se planter. Et donc soit ils vont jamais revendre, soit ils vont revendre beaucoup trop tôt. Et en général, ça finit en j'ai jamais revendu ou j'ai fini vraiment beaucoup trop tôt en mode j'ai vendu à 30 000 dollars au lieu de 150 000 par exemple. Ouais, mais c'est pour ça qu'en combinant justement le fait de vendre un petit peu lors de la montée et d'avoir ce côté sentiment en se disant, ok, j'analyse le sentiment, je commence à comprendre comment il fonctionne. Ouais, Là, on peut réussir à vendre 100% de son capital de manière, en plusieurs fois, tout simplement, mais en essayant de s'approcher le plus possible du top sans vraiment l'obtenir, parce que comme tu dis, c'est pas impossible, mais c'est très dur. Tu vas pas faire un market sell de 100% de ton portefeuille directement sur la mèche du top et la racheter sur la mèche du bottom. C'est bien trop dur à attraper. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Que ce soit la psychologie, il faut réussir à le tenir, comme tu disais. Parce qu'une fois que tu as tout vendu, tu vas commencer à te dire, OK, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Parce que tu sais pas ce qui va se passer par la suite. ouais. C'est facile là de regarder avec le temps qui est passé, regarder le passé et de se dire, ouais, OK, j'aurais pu vendre le top. Mais en fait, sur le moment, c'est autre chose. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur process par rapport à ça, si vous voulez optimiser, encore une fois, l'optimisation de manière poussée n'est pas faite pour tout le monde. On l'a dit, on l'a répété, je sais pas combien de fois, effectivement, juste avant. Et c'est exemple des narratifs, par exemple, où choisir juste les leaders ou un BTC Ethereum, des fois peut être un gage, effectivement, de surperformance par rapport à beaucoup d'altcoins aussi. Ça sert à rien de vouloir trop optimiser si vous n'avez pas assez le temps, la priorité, etc. et l'énergie aussi à disposer. Mais effectivement, à mon sens, pour moi, le plus pertinent, c'est de regarder notamment la partie macro. Donc là, on va suivre justement Kaneki, mais également de regarder tout ce qui va être analyse technique, de regarder effectivement dans la partie fondamentale. Et si déjà vous regardez macro, fonda et technique, vous avez déjà trois grosses bases. Vous pouvez aussi par exemple déjà regarder le sentiment. Donc nous on en décortique de A à Z à chaque fois sur le sentiment parce que là pour le coup c'est maspé. Donc déjà si vous utilisez ces quatre métriques, la macro, le fonda, le technique, donc tout ce qui est les graphiques et également sentiment, vous avez déjà une très très grosse partie du taf. Et après vous pouvez également rajouter tout ce qui est on-chain et order flow notamment, mais là c'est un peu plus technique, mais ça se fait aussi si vous creusez un peu le sujet, mais effectivement ça va demander d'être de plus en plus exigeant. Là vous avez également des bases, du coup donc je reviens sur ce module là parce qu'effectivement vous avez justement les bases de la partie macro, la partie graphique ici, donc tout ce qui est analyse technique, les graphes, et tout ce qui est partiellement analyse fondamentale, déjà dans ce quatrième module là pour le coup. Mais effectivement, plus vous êtes exigeant, oui, certes, vous aurez l'opportunité de pouvoir optimiser vos performances, mais c'est aussi plus de risques. Et ça, on le voit systématiquement. Franchement, la gestion du risque, c'est un carnage. À chaque fois, sur le marché, c'est vraiment un carnage par rapport à ça. Et donc là-dessus, si j'ai vraiment un disclaimer à faire, c'est que pour le coup, en fait, et je finirai là-dessus, moi, pour ma part, je sais pas si Kaneki, tu voulais rajouter des trucs en plus ou pas. Par rapport à quoi? Par rapport à ça? Non? Ouais, par rapport à toute la partie Euh, stratégie, gestion de portefeuille. Ouais, stratégie. Ben en fait, c'est simple, hein. Je pense que 99,9% des gens qui perdent de l'argent en crypto, c'est qu'ils se forment pas, tout simplement. Ils pensent acheter de la crypto, faire x10 et revendre dans les 5 minutes qui suivent, devenir millionnaire. Et ils ne veulent pas se former, ils ne veulent pas investir d'argent, de temps dans leurs connaissances, dans leurs compétences. Donc en fait, c'est tout simple, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux pas te former, ben, tu prends des tatanes jusqu'au moment où tu De fou. comprends que ben, en fait, peut-être il faudrait que je me forme en fait. Ouais. Je pense que toi, tu as passé des heures à te former, tu as payé des formations. Moi, j'ai passé des heures à me former et je le fais encore aujourd'hui. Et j'ai payé des formations également. Et je continue à en payer. Donc, la formation n'est jamais finie, hein. Ouais, ouais, clairement. Je n'ouvre pas forcément trop le débat en public parce que je sais que c'est un peu tabou et des fois avec certaines personnes, etc. Mais clairement, j'étais le premier effectivement à me former. Moi, je suis full-time depuis fin 2019. J'ai pris des belles tollées sur le marché. Pour le coup, crash Covid, déjà, ça a été sympa. Mais j'ai pris des grosses tollées à la bulle de la DeFi. Donc, c'était l'été Ouais. 2020 et je me suis fait rect bien sale parce que j'étais bien greedy et j'ai pris tatane monstrueuse. Je sais que Monsieur Kaneki ça a été un peu le même aussi. Ouais. Et moi là j'ai pris le plus cher, ça a été et là ça m'a vraiment calmé. Là ça m'a vraiment calmé de fou et j'ai vraiment compris. C'est-à-dire que là je commençais vraiment à prendre un niveau. C'est-à-dire que la bulle de la DeFi elle était ici. Et on a pris vraiment cher. Ça se voit pas forcément sur le graphique, mais déjà c'était insane, hein. La Ouais. correction qu'on a eue là en septembre 2020, c'était n'importe quoi. On s'est vraiment fait corriger. C'était hardcore. Donc déjà, moi c'était mon premier cycle ici. Mais l'avantage c'est qu'en fait, avec ce cycle ici, on a vécu un mini bull run en fait. On a vraiment vécu un mini bull run à court terme parce qu'il y avait vraiment une très grosse envolée avec une vraie bulle qui s'est fait à court terme. Et en fait, on a compris déjà ce que c'était un cycle.
Donc on a mangé déjà un espèce de cycle complet un peu dans la tête, et on a vu ce que ça peut faire vraiment comme dégâts. Donc déjà, on a mangé une grosse mandale dans la tête, et moi, ce qui m'a fait beaucoup de dégâts, ça a été ça. Je vous le dis parce que d'un point de vue psychologique, franchement, ce que j'ai Ouais. vécu pendant ces périodes, je le souhaite vraiment, vraiment à personne du tout. Genre, j'étais vraiment en PLS psychologique. Par quoi? Parce qu'en fait, encore une fois, j'avais des grosses attentes par rapport au cycle. Et ce qui fait le plus de dégâts, c'est l'écart entre vos attentes actuelles vs la réalité du terrain. Donc plus vous allez vous matrixer en mode je vais faire x1000, faire des x100, je vais arriver à mon x10, mon x20, mon x30 de portefeuille, etc. Plus vous êtes exigeant avec vous-même, si vous n'arrivez pas à atteindre vos targets, c'est que là, psychologiquement, ça va vous faire des dégâts, vous allez vous faire détruire, détruire, détruire. Et franchement, là-dessus, moi, j'avais la communauté, je faisais l'éducation, j'avais plein de personnes qui étaient à fond sur le marché, etc. Donc j'ai pu me relever facilement. Mais je peux vous assurer que, franchement, là, ce que j'ai vécu à ce moment-là, à partir du moment où j'ai vécu ce truc, j'étais vraiment dans le down de fou. En plus, je devais revenir pour mes parents parce que je devais aider pour les animaux, etc. Et ils ont pas mal d'animaux, etc. Et donc j'ai fait ce rollback chez mes parents. Donc reprojection psychologique dans un cadre où j'étais un petit peu différent que celui-là où j'étais dans mon cadre de travail. Et j'étais vraiment la PS la plus totale. Et donc à partir de ce moment-là où il y a eu la grosse correction, j'ai dit plus jamais. Plus jamais, je mets tout ce qu'il faut en place pour ne plus jamais revivre cette étape psychologique parce que ça m'a fracassé, hein. Ouais. C'est vrai que c'était dur, personne ne s'attendait. Mais à la fois, c'était évident parce qu'il y avait des signes de partout. Enfin, moi, je sais qu'à ce moment-là, je Ouais, me suis retrouvé à regarder Elon Musk à la télé à 5 heures du mat sur une chaîne américaine. Mais ouais, en train de chill Dogecoin. Enfin, c'est vraiment. Enfin, quand tu vois, tu y repenses maintenant, c'est vraiment le red flag ultime. Mais de vraiment le fou, red flag ultime. Et de là, tu fou. regardes ça pendant la nuit et tu te rends pas compte que, mais en fait, si, il faut vendre. Parce qu'il n'y a pas assez d'expérience. Moi, j'étais re-rentré vraiment pendant la crise du Covid. Donc, du coup, j'avais pas tout le background d'avant. Donc, j'étais encore en train d'apprendre pendant la crise de la DeFi, là, pendant la bulle de la DeFi. Donc, j'ai pris des petites tatanes, mais c'est pas des tatanes qui t'apprennent énormément comme toi, tu as pu apprendre dessus. Mais là, franchement, c'était abusé. Après, moi, là-dessus, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que c'est là où je suis rentré sur Axie Infinity comme un sagouin et j'ai pu rattraper. Ouais, t'es rentré là? Ouais, ouais, c'était quand ça? Ouais, parce que je Plus me rappelle, parce avant? que Axie, en fait, il a commencé à remonter avant la remontée du Ouais, marché, et le marché a continué de corriger. Donc ouais, Axie a vraiment fait une grosse relance, je me rappelle. c'était un mois avant ta souris, ouais, que je suis rentré sur Axie, mais je suis rentré fort et j'avais mis même vraiment en mode de dégène, hein, j'avais foutu 50% de mon portefeuille sur Axie. Mais par contre, les rentabilités elles étaient énormes, quoi. Je crois qu'on faisait x2 tous les 15 jours, au Ouais, début c'était en tout cas. insane, hein. Donc c'était vraiment énorme. C'était insane. Donc il y a eu cette bulle-là qui m'a bien rattrapé. Et après, bon, j'ai un peu ramassé aussi sur la suite, mais on apprend toujours. Ouais. Mais du Parce coup, que pour là, justement, revenir, tu rentres en forme d'euphorie, en fait. Là, ouais. tu rentres en forme d'euphorie qui reprend. Et Le là, c'est pire, ce c'est que qu'on tu le sait disais. et on le fait pas en plus, hein. Ah, mais là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu deviens pratiquement bourré, en fait. Et tu Ouais. sais jamais quand tu es bourré, tu dis toujours, ouais, mais non, je suis pas bourré. De fou. Donc, c'est vraiment le même schéma. De fou. C'est vraiment ça. Et le pire, c'est que tu sais, et que, ah, tu dis, bah oui, en fait, effectivement, quand je regarde en arrière, c'était évident pour le coup. Et c'est vraiment évident parce que là, il y a vraiment des vraies Ah données ouais. justifiées. Pareil, au jour top, au jour près, on avait sorti de bourse en Coinbase. De Ouais. la sortie de Coinbase en bourse, pardon, je dis n'importe quoi. Et c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment des trucs où, ah putain, c'est vrai qu'en fait, je le savais et j'étais trop greedy, et tu t'en rends compte. Et c'est comme en fait un lendemain de soirée. Tu dis, bah oui, après, c'est évident que j'étais bourré. Je le savais, mais non, non, je voulais pas le voir et j'étais dans mon truc, et j'étais dans mon mood et. Ouais, c'est ça. Et là, on l'a vu même sur le cycle qu'on vient de vivre. Là, on a vécu un mini-cycle au final qui a été vachement boosté par les ETF. Mais on a vu le PDG de BlackRock qui était à la télé en train de dire tout ce qu'il fallait par rapport à Bitcoin. On avait TPMP qui parlait de Bitcoin. Donc, il y avait aussi pas mal de signaux qui montraient que potentiellement, eh ben, en fait, ça va se calmer. Ouais, clairement. Donc pour revenir, maintenant que j'ai bien posé le contexte, pour revenir à la formation, le seul moyen d'être réellement formé de manière concrète sur le marché, c'est d'avoir vécu cette temporalité, d'avoir vécu, à mon sens, minimum un cycle complet, d'avoir mangé des bâches astronomiques sur le marché, et d'avoir vécu aussi ces gros coups de down psychologique de gestion quand tu prends beaucoup trop de risques et que tu te fais vraiment rec pour le marché, que ça te calme de ouf. Et le seul moyen de vraiment correctement gérer le marché, à mon sens, c'est d'avoir vécu pour le coup ces hauts et ces bas. Et le seul moyen de plus ou moins esquiver, de les optimiser, de prendre pas aussi cher et de prendre moins direct. Et vous allez voir, hein, la plupart des personnes qui aujourd'hui font des grosses sommes sur le marché crypto,
C'est des personnes qui ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oseille, historiquement aussi sur le marché crypto. Donc si vous voulez éviter de passer par ces zones de catastrophe et de dégression mentale et de dégression également de capital de manière assez cosmique et de manière assez violente, ils vont fortement, évidemment, m'informer. Moi, je suis le premier à vouloir me former sur tout un tas de sujets, que ce soit la partie business, la partie psychologie, la partie des marchés, que je réintègre aussi la partie psychologie, également marché, etc. Évidemment, je peux que l'encourager. C'est des débats, etc., sur les réseaux sociaux, parce que ça fait le buzz dès qu'on en parle, dès qu'on parle de formation en ligne, d'accompagnement, etc. Mais bien évidemment. Donc là, moi, je prêche aussi ma paroisse, parce que justement, on fait de l'accompagnement, on fait de la formation, on fait de l'accompagnement privé, etc., avec de la communauté, etc. aussi. Évidemment que si vous voulez être aidé, nous, ça avec grand plaisir, mais je peux que vous encourager, pour le coup, vraiment à vous former de A à Z, quel que soit le processus, évidemment. Mais si vous voulez faire en autonomie sur le marché, bah, je vous le dis, tôt ou tard, vous allez vous manger ces crashs-là, vous allez perdre énormément d'oseille, ça va mettre plus de temps, psychologiquement, en termes d'énergie, etc., d'implication, ça va être plus gourmand, ça va de deux sens, pour le coup, c'est vraiment un minimum, quoi. Ouais, c'est vraiment la base. Se former, franchement, c'est essentiel. Il y a peut-être des petits débats sur les réseaux sociaux, mais au final, les gens qui critiquent ça, c'est souvent des gens qui ne forment pas les gens, ou qui Ouais, ils donnent beaucoup d'actualité, mais ils laissent les gens en mode esclave quand c'est que tel influenceur va se dire ce qu'il faut faire. Ils ne rendent pas les gens autonomes. Le but, c'est que chaque personne soit autonome et qu'il puisse gérer son portefeuille tout seul. c'est ça, Il n'y a que la formation qui peut permettre c'est ça. ça. Et la plus grosse erreur, et je finis là-dessus moi pour ma part, la plus grosse erreur que font la part des personnes, c'est que là, pour le coup, on a la gestion du risque. Ok, je vais vous mettre risque pour R. Ce qui se passe, c'est qu'on a deux temporalités qui vont, enfin on a deux facteurs qui vont vraiment influer sur le marché et sur les investisseurs. C'est on a le temps. Au fur et à mesure du temps, forcément, les gens vont prendre de plus en plus de risques parce qu'ils vivent un, deux, trois cycles, etc., etc. Ou alors qu'effectivement, qu'au fur et à mesure du cycle, par exemple, de début 2021 à fin 2021, les gens ont fait un an de crypto, entre guillemets, pour ceux qui sont arrivés au début du cycle, et ils prennent confiance, donc ils prennent de plus en plus de risques. Et donc forcément, tôt ou tard, encore une fois, ils finissent avec leur plus gros bac, parce qu'ils ont pris leur plus gros du risque, à la fin, forcément, de la temporalité, donc forcément, ils sont rects. Et il y a aussi le sentiment où, pareil, on est en bas de marché, tout le monde a peur, tout le monde c'est la crise, c'est la guerre mondiale, machin, etc., etc. Comme on faisait peur avec les gens, avec la macroéconomie, je m'en rappelle, parce qu'il y avait tous les influx qui étaient en mode oui, oh là là, troisième guerre mondiale, fin du monde, la macroéconomie, on va aux 2000 $ sur l'SP500, machin, etc. Bref, tous les excuses du monde, etc. Et le sentiment était au plus bas, alors on était clairement sur le bottom. Et on n'arrêtait pas de le dire qu'on était sur les points intéressants, etc. Et donc là, quand on est sur les sentiments qui sont le plus bas, personne ose investir et prendre du risque. Et plus le sentiment va monter, plus les gens vont prendre du risque. C'est exactement ce qu'on exposait tout à l'heure. Et donc on a cette combinaison du sentiment et du temps qui vont augmenter les gens à chaque fois à prendre un maximum de risques sur les points hauts. C'est systématiquement et c'est biologique parce qu'encore une fois, le marché exploite la psychologie des gens et ce qui est systématiquement, la plupart, et vous allez le voir, hein, la plupart des investisseurs sur ce cycle-là finiront par prendre le plus gros de leurs risques au top des marchés et ils vont se faire avec Ouais. pour le marché parce qu'encore une fois, ils auront pondéralement à chaque fois augmenté leurs risques au fur et à mesure du temps et de l'évolution du sentiment du marché. Donc le plus pertinent à faire, c'est de gérer au mieux son risque et de prendre une stratégie de risque qui va être exposée et pertinente dès le début de manière proportionnelle et pas de manière gros dégène en mode ah je fais all-in dès le début en mode full altcoin, full dégène, full low cap, etc. Mais de pondérer son risque le plus tôt possible par rapport à la pertinence de marché. Donc c'est trouver entre guillemets un juste équilibre ici. Et là encore une fois, on peut que vous inviter pour le coup à vous former, à vous faire accompagner, etc. Parce qu'effectivement c'est un peu touchy, c'est un peu technique, c'est pas évident, mais pour le coup il faut le faire le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas le plus tôt possible, bah, malheureusement, vous finissez ici, comme 95-90% du marché, et vous finissez à vous faire rect. Et les pseudo-millionnaires, hein, franchement, on a vu, j'en ai connu plein, et des personnes qui ont fait des grosses sommes et qui ont tout perdu quasiment du jour au lendemain à cause des corrections de marché. J'en ai vécu plein, et vous allez voir que des millionnaires d'un temps, il y en a eu énormément, énormément sur le marché. Et une fois que le marché baissier est passé, il n'y a plus personne pour le coup. Donc faites pas cette erreur-là. Formez-vous, faites l'accompagnement, creusez au maximum le plus tôt possible, soyez exigeant avec vous-même le plus tôt possible sur le marché, et après, c'est juste la régularité. Une fois que vous avez mis une stratégie qu'on a vu en place de A à Z sur ce live, etc., c'est juste optimiser au fur et à mesure, être un peu régulier, respecter son profil, et après, il y a juste à dérouler. C'est juste de la régularité et accepter justement de sortir de ce marché et pas de finir en mode ouais, sentiment, to the moon, etc., et je vends jamais. C'est vraiment ça. Donc moi, je peux que vous encourager à vous former et à vous faire accompagner le plus tôt possible, littéralement. Ouais, en plus, on a vu le dernier bull run, il y a même des fonds d'investissement qui sont fait rect parce qu'ils étaient justement, ils avaient pris trop de risques. Ouais, Je pense à Triero Capital. FTX, c'est les premiers aussi. Hein. FTX, ils ont pris trop de risques, ils se sont fait scam.
Mais Clairement. après, ils ont bien scam les gens aussi. En plus, eux, ils prenaient les risques avec les fonds des gens, donc c'est encore pire. C'est Ouais, pas tes fonds, tu prends des risques. Bien sûr, tu prends. T'as que des risques quand c'est pas tes fonds. ouais. Un gros paradoxe un petit peu de modèle de pensée. On a tendance à dire oui, la smart money, donc la monnaie intelligente. En mode, parce que c'est des grosses baleines, c'est forcément la monnaie intelligente. C'est complètement faux. Allez voir les données on-chain, on l'a déjà réutilisé plein de fois et montré plein de fois sur les lives. C'est pas parce que c'est des gros fonds, que c'est des grosses baleines avec beaucoup de capitaux, que c'est forcément de la monnaie intelligente et qui vont forcément prendre des bons moves. Au contraire, on a beaucoup de gros capitaux qui sont aussi piégés sur le marché. Donc faut vraiment pas négliger. Et pour le coup, les meilleurs mouvements, c'est pas forcément les plus gros capitaux. C'est vraiment une partie de la population où vous allez en retrouver une petite partie dans les petits portefeuilles, une petite partie dans les moyens portefeuilles, une grosse partie aussi dans les gros portefeuilles, mais c'est clairement pas l'intégralité des gros fonds et des grosses fortunes qui font forcément les bons moves. Clairement pas. C'est pour ça que d'autant plus, à mon sens, il faut être exigeant, et plus on va avancer, plus on va évoluer, plus l'information que vous allez trouver sur Internet va être pertinente au fur et à mesure, plus le marché va se professionnaliser, et plus il faudra aussi être exigeant avec vous-même, parce que si le marché est de un niveau de plus en plus fort, forcément, ça veut dire que le reste des investisseurs qui vont aussi prendre des profits et qui vont sortir du marché vont aussi être de plus en plus efficaces. Donc il faudra avoir un niveau au fur et à mesure pour optimiser de manière de plus en plus performante et de manière de plus en plus efficace aussi. Magnifique. Donc voilà, est-ce que Monsieur Kaneki a un petit dernier thème à Non, moi, je rajouter? rien à dire à part Ok. de conseiller à devenir autonome sur le marché. Ouais, Ça prend du temps, ça va pas mettre 5 semaines. Ça va mettre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi, ça fait combien de temps sur le marché? 5 ans. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans. On n'est pas, on est autonome aujourd'hui, mais on ne fait pas toujours les meilleurs moves. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, on en fera ouais, toujours. Ça, il faut prendre conscience de ça aussi. Les influenceurs seront aussi les premiers à faire des erreurs. Il ne faut pas les oui, écouter les yeux fermés et se former et essayer aussi par soi-même. Avoir une répartition de son capital qui est bien, qui est carrée avant le cycle haussier. Et lorsque le cycle haussier il est là, il faut aussi rester attentif parce que c'est pendant le cycle haussier qu'il y aura aussi beaucoup d'opportunités qui peuvent permettre de changer la vie de n'importe qui. ouais, On a vu avec les Bored Ape, on l'a vu avec Axie Infinity, on l'a vu avec Stephen, on l'a vu avec beaucoup d'opportunités, avec même des ponzinomics sur la DeFi, je pense à, comment ça s'appelle déjà? Olympia ou un truc comme ça, non? ouais, il y en a eu pas Olympius, mal. un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça, c'est les gens qui arrivent à capter ça, c'est les gens qui restent vraiment attentifs au marché et qui savent prendre des décisions. Mais pour ça, il faut se former, parce que si tu n'es pas formé, tu peux pas avoir ces opportunités. Voilà. Oui. Voilà un exemple de millionnaire d'un temps. Ah, montre le SLP aussi. Ouais, Le SLP, il a régalé. Mais tu sais que Stephen, ce qui paraît, ça rapporte toujours un peu, hein. Moi, j'ai un pote à moi 96. qui... T'imagines là? Waouh, comme il a piqué! Moins 97%. Ouais, si t'as hold, ouais, t'es baisé. Mais par contre, moi, je te disais, ouais, j'ai un pote à moi qui est toujours sur Stephen et qui arrive à sortir 400, 500 balles par mois. Il doit Après, je avoir sais des pas, gros invests quand même de base parce que moi j'ai vu les rentas et c'est pas. J'ai vu je qu'il crois y que avait c'est un peu de rendement, mais comparé par rapport à ce que c'était avant et tout, ça n'a rien à voir, hein. ouais, je pense que c'est au niveau des chaussures. Mais ils ont modifié leur tokenomics aussi. Bon, ça se voit parce que ça s'est aplati. Mais Ouais, peut-être que... je checkais dernièrement, mais. Tu me parles de Stephen du coup. C'est GST du coup? C'est sur GST? je sais plus, je crois, ouais. Là, t'as marqué STG. Merde. GST. Oula, ça sent la fatigue là. Oula là! Bon, sinon, pour les 13 personnes qui restent, est-ce que vous avez des questions avant que On va pouvoir clôturer, je on, pense, on effectivement, pour finisse éviter avec que ça dure trop longtemps, mais. le live? Mais ouais, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas du coup, donc là, je vous le remets, formation Literati Start directement en bio, vous avez toutes les bases. Il se peut que je mette 2-3 mises à jour également dans la formation gratuite là pour le coup. Et on mettra de plus en plus en avant. Nous, on s'est vraiment focus pour les personnes que ça peut intéresser pour ce que nous on propose directement en interne. J'ai fait quelques teasings là par rapport effectivement à ce qui s'est passé en termes des informations, ce qu'on a déjà partagé etc. précédemment, également sur le marché. Et là, nous on va cibler de plus en plus les personnes qui ont minimum 10 000 euros de capital. Donc pour l'instant, on prend toujours les personnes qui ont en dessous, mais je vous le dis, on va cibler des personnes qui ont minimum 10 000 euros de capital parce que ça va être beaucoup plus notre client cible et qu'on veut vraiment aussi booster au maximum le niveau en interne pour le coup dans la communauté. Donc si effectivement vous faites partie de ce profil, que ça vous intéresse de prendre un niveau, de gagner du temps, d'être plus, d'avoir plus d'accompagnement perso, et effectivement d'optimiser tout ça
et d'avoir plus de résultats, entre guillemets, de manière plus facile, entre guillemets, sur le marché, mais surtout de manière plus simple au final, et surtout un gain de temps, d'aller chercher plus loin, d'avoir des meilleures compétences, d'être plus à l'aise exactement sur le marché, n'hésitez pas, pour le coup, à passer directement en DM, et on verra ce qu'on peut faire également pour vous. Et sinon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Pour moi, j'aime bien qu'on va être good de ce côté-là. Effectivement, n'hésitez pas à checker déjà cette base de formation. Pour le coup, je pense que je vais rajouter une petite vidéo de mise à jour également sur la partie bonus aussi. Mais on a fait déjà un bon tour d'horizon. Crypto Evan. Evan, il a changé de pseudo qui nous dit meilleur commu. Ouais, de toute façon, on va commencer aussi à booster aussi un petit peu le marketing, je pense, un peu plus au fur et à mesure, mais step by step. Monsieur Kaneki, un mot de la fin? Eh bien, faites attention sur le marché. Allez jeter un coup d'œil à ma chaîne YouTube, Zoro Kaneki. Je fais des revues de Yes. marché. Donc, vous aurez aussi des points plus précis chaque semaine. Donc, allez-y. C'est cadeau. Chaîne YouTube, du coup, c'est 0x Kaneki comme sur le pseudo, du coup, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ok, top. Passez à l'action, les amis, que ce soit avec vous en autonomie ou pas, mais passez à l'action, bougez-vous les fesses le plus tôt possible, trouvez votre profil et soyez régulier, parce qu'encore une fois, vous allez finir rect sinon sur le marché. Et pour ceux qui font le taf correctement, qui se responsabilisent et qui prennent le temps vraiment de comprendre ce qu'ils font, il y aura vraiment des très 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 beaux gains à aller chercher. On vous souhaite le meilleur, on se dit à la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi prochain et n'hésitez pas à passer en DM s'il y en a qui ont des besoins. Au plaisir la team, ciao ciao, à Bisous, mercredi. bisous.